le monde. Donc on va parler de modélisation de l'attention visuelle aujourd'hui. Comme je vous l'ai déjà dit, je viens de l'IRSIN. Et comme j'ai vu qu'hier, il y en a certains qui avaient fait un petit rappel sur ce qu'ils avaient fait, je vais le faire aussi, juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre dans ce que je vous raconte, compte tenu de ce que j'ai vécu. Donc en 2001, j'ai passé un 2A, rien d'exceptionnel là-dedans. Ensuite, je n'ai pas continué mes études en thèse directement, je suis allé travailler en entreprise pendant 5-6 ans pour faire de la R&D appliquée aux empreintes digitales. Donc assez computer vision finalement, ou traitement d'image. Au bout d'un moment, je suis revenu vers l'université où là j'ai travaillé dans un premier temps comme ingénieur sur un projet où on faisait aussi un petit peu de computer vision, mais temps réel, pour détecter des choses, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis la modélisation de l'attention visuelle est venue à la suite de ce qu'on avait commencé au niveau ingénierie. Et c'est là que j'ai commencé une thèse, donc en 2007. C'est pendant cette thèse d'ailleurs que je suis venu la première fois à Hermite et que j'ai découvert cette école d'été. Et puis depuis l'année dernière, j'ai changé de crédit, je suis plus à l'Université de La Rochelle, je suis à l'Université de Nantes. Et je continue à travailler sur l'attention visuelle d'une manière un petit peu différente, et puis sur d'autres choses un petit peu différentes, parce que le laboratoire n'est plus du tout orienté computer vision, mais plutôt perception, analyse de la qualité, analyse des images, mais d'un point de vue perceptif, plus que d'un point de vue utilisation de modèles et ce genre de choses. Donc la présentation se fera en 2 morceaux, enfin 3 même. La première partie sera assez générique pour vous expliquer un petit peu ce qu'est l'attention visuelle, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quelques définitions, quelques exemples. Alors pas tant de modèles, parce qu'il y a plein de modèles et il y a plein de façons d'aborder les choses. Je vous ferai juste une petite overview des différents types de modèles qui peuvent exister et comment on peut s'y retrouver dedans. Plus sur les applications, pour essayer de vous convaincre que ça sert à quelque chose, de modéliser l'attention visuelle et que ce n'est pas juste pour le plaisir de comprendre comment ça marche. Et puis la partie en bleu, ça c'est vraiment ce que j'ai fait pendant la thèse, donc la construction d'un système d'attention visuelle un petit peu particulier, qui est dynamique. Et la partie en vert, c'est des informations sur un projet et des travaux sur l'attention visuelle que j'ai pris en cours de route en arrivant à Nantes. Donc qui me concerne un petit peu moins, mais dont je pourrais vous parler assez bien. Donc on va commencer par des généralités sur l'attention visuelle. Alors on l'a vu, c'est bien d'arriver en fin d'école d'été, parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites. On l'a vu en première journée, la perception n'est pas quelque chose de global, même si on a l'impression, quand on regarde une scène, qu'on l'aperçoit avec tous les détails qu'il faut, que c'est une belle image construite assez simplement. Ça ne se passe pas du tout comme ça, il y a plein de choses qui se passent derrière, notamment on a les yeux qui bougent, on a vu que la fovea, c'est un truc à haute résolution, mais à un endroit très précis. Après, on perd beaucoup en résolution. Donc il y a plein de choses qui se passent dans notre cerveau pour remettre les choses en place, faire des choix d'efficacité aussi. On a vu que dans les modèles computationnels de reconnaissance d'objets, on essaye de faire des choix aussi pour que ce soit efficace, trouver la bonne architecture, etc. Dans notre cerveau, pour la perception, c'est un peu la même chose, que c'est la nature qui a fait les choix. Elle a essayé de trouver des solutions optimales pour que les choses fonctionnent au mieux, avec l'outillage qu'on a, qui n'est pas tout à fait le même que celui d'un ordinateur. Donc, Pierre Messière avait montré un certain nombre d'exemples dans son talk, qui n'étaient finalement pas très reliés avec ce qu'il nous présentait, mais qui sont une bonne introduction finalement à ce que je voulais vous montrer, sur le fait qu'effectivement il se passe plein de choses différentes. Alors, ne serait-ce que cet exemple-là, qui est normalement une dame qui se promène au milieu d'un champ, mais comme vous êtes très très bien câblés, vous avez tous vu que vous voyez un visage ici. Alors en fonction de l'échelle à laquelle on regarde les choses, on n'intègre pas les choses de la même façon. C'est déjà une première façon de gérer la vision de manière différente. Alors, un autre exemple assez amusant, donc là il faut regarder le petit point blanc au milieu. Donc là vous voyez assez facilement que tout clignote, il n'y a pas de souci. Là maintenant il y a du mouvement, tout clignote toujours. Ça se voit beaucoup moins bien. Donc il y a un truc qui se passe, il y a de la priorité, enfin on ne gère pas tout en même temps, puisque dès qu'on commence à bouger, là c'est pareil, vous voyez bien, ça se passe beaucoup moins bien après. Là on a encore un certain nombre d'exemples
qui me montre à chaque fois que... Donc ça tend à montrer aussi qu'on a des priorités et que le mouvement, c'est largement prioritaire pour nos traitements cognitifs que les choses fixes. On le retrouve d'ailleurs après quand on va parler d'attention, on va voir que même dans le mode attentionnel, tout ce qui est mouvement est bien plus prioritaire que ce qui est fixe. Ce qui s'explique de manière évolutionnaire relativement bien, c'est-à-dire que quand on était un petit peu moins intelligent, s'il y a quelque chose qui bouge, c'est potentiellement un danger, ça peut être un serpent, ça peut être n'importe quoi. S'il n'y a rien qui bouge, bon, on fait de l'analyse des scènes, il n'y a rien de choquant là-dedans, mais il n'y a pas de grand danger. Normalement, on n'a pas de danger immobile, c'est rare. Les choses finissent toujours par s'approcher pour venir vous embêter. Donc ça, c'est un premier exemple qui montre qu'effectivement, tout n'est pas aussi simple. Le deuxième exemple, vous en avez vu une autre version. Ça, c'est l'histoire du singe qui se promène. Voilà. Vous allez devoir compter, vous savez un petit peu le truc. Mais faites l'exercice quand même en sachant le truc. Là, on a de la couleur, c'est quand même plus sympa. C'est une équipe que de filles. Dans la vierge. C'était pas la même version. Excusez-moi. Il n'y a pas le même nombre de passes. C'était un mal prévu. C'est sympa avec le gorille alors. Ah ouais. Pourquoi ils ont refait une version? Justement, parce que c'était rigolo de refaire une version. Cette passe, c'était pour ajouter 2 passes par rapport à la version d'origine. Ah. Et puis c'était pour les gens qui connaissent un petit peu la première version. Donc, vous connaissez, vous l'avez vu le gorille tous. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo, il y a la moitié qui l'ont. Par contre, est-ce que vous avez vu les autres choses? C'est-à-dire que le rideau derrière a changé de couleur et il y a un joueur qui s'est barré en cours de route. Donc le gorille, on l'a bien vu, mais sauf que, effectivement, avec le vidéoprojecteur, on voit moins bien, mais au départ, le rideau il est rouge, à la fin il est orange. Et il y a une... Alors, est-ce qu'elle est déjà partie? Il y a une noire qui part sur le côté droit. Voilà. Tout ça pour revenir, là on est vraiment dans le... Là on est vraiment dans le domaine attentionnel parce que effectivement vous êtes focalisé, vos ressources étaient complètement concentrées sur le fait de compter, ou alors attendez dans un petit coin le fait que le gorille va arriver. Par contre, il y a des trucs auxquels vous ne vous attendiez pas et qui ont été des changements, soit qui ont eu lieu à un moment où on est en train de changer votre attention, quand le gorille arrive. Donc si vous vous attendez au gorille, vous allez regarder le gorille, vous ne voyez pas la fille qui s'en va, parce que forcément vous êtes concentré là-dessus. Soit des changements qui sont très doux, comme le changement de la couleur du rideau. Dans ce cas-là, puisque le changement se fait d'une manière très transitoire, vous n'intégrez pas le fait qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Ce n'est pas un truc qui est très naturel dans la vie, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent graduellement, aussi le soleil qui se lève et qui se couche. Mais effectivement, vous ne voyez pas trop la différence d'une minute à l'autre. Là, c'est un petit peu le même principe. Donc ça, c'est que des exemples de ce qui se passe. Alors, j'ai rajouté un autre exemple qui n'était pas prévu au départ, mais comme on avait déjà appliqué l'idée du singe, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre autre chose. Alors, c'est toujours une histoire de cécité au changement, mais cette fois-ci sur des images fixes. Alors, l'avantage, c'est que je ne connais pas trop la démo, parce qu'il y a plein d'exemples, et que celle-là, je l'ai trouvée ce matin, donc je ne sais pas vraiment où ont eu lieu les changements. Donc, le but du jeu, là, donc, je vais choisir des images, on va vous les afficher. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'image, ça va flasher avec une image grise complètement, de nouveau l'image, une image grise, de nouveau l'image, une image grise. Et on peut jouer sur le temps qu'il y a entre l'image grise et l'image qui est. Et normalement, ce qui se passe, c'est que entre la première image, le flash gris et la deuxième image, vous allez avoir un changement. Le but du jeu est de le trouver. S'il n'y avait pas eu l'image grise au milieu, si je fais le changement, vous allez le voir tout de suite. Là, vous allez voir que ce n'est pas forcément simple. Alors, il faut voir ce que ça donne avec un vidéoprojecteur, parce que c'est toujours pareil. Une bûche qui est... Il y a une bûche dans l'ombre. L'ombre d'ailleurs. Au final, c'est long. Mais voir au milieu, Voilà, ça me... Ouais. Ouais, voilà. c'est par là.
Ils sont On est- devant Go les to the right. premiers. It's a little bit to the right. Ça met un petit peu de temps quand même. Sur celle-là, je sais plus si je l'ai trouvé. Il y a une niche, non, qui volait. Qui veut. Il est là. Voilà. Le maillot de bain. Non, le poteau, il est rouillé. Voilà, vous avez mis un petit peu de temps, mais Ah oui. hein, The- on ne le voit pas tout de suite forcément. Ouais, les alors faits les sont autres, pas par- changés. Hein. Ça, c'est. Les autres, je ne sais pas, parce que celle-là, je ne l'ai pas regardé ce matin, donc je ne peux pas vous dire où est le changement. Il y a un éclairage Oh my sur la God. boule là, qui change. C'est l'hôtel L'éclairage. Ah oui. Façon Ah ouais. d'éclairer gauche-droite. Ah oui. Mais les lunettes Right and inversées, left. Right and Comme ça. left the moon. Ah ouais, la lumière. Ah Et au fond, la oui. visible. Bien, j'ai même pas vu. Normalement, il y a qu'un changement, mais effectivement, on met du temps. I was looking at the Chinese one. Ouais, Maybe they were something else. Donc il est là. Donc on peut continuer à en faire d'autres, hein, mais pour juste en hommage à Neil Armstrong. Hmm. Oui, j'avoue que ça devient de plus en plus dur. non, mais ouais, peut-être, mais on va réduire le Non, temps. donc- Ah non, non. Non. C'est l'antenne qui chantait. Normalement, si le flash est plus court, vous devriez, voilà. Elle change. Donc si on réduit le temps de flash, Ah oui. le- Bon, on regarde. donc là vous l'avez trouvé. Donc là il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en compte, mais ça nous montre qu'au final, on a l'impression quand on est intelligent, qu'on a une super mémoire de ce qu'on voit et qu'on n'oublie rien. Au final, un simple flash de 500 millisecondes vous fait oublier comment était faite la scène. Vous vous rappelez pas de tous les détails au final. Ce que vous vous rappelez, parce qu'il vous marque, c'est les changements qui se passent. Donc dès qu'on vous met quelque chose qui perturbe les changements dans la scène, vous êtes un petit peu perdu. Vous avez du mal, il faut faire ça séquentiellement, il faut y passer du temps, et votre cerveau n'est pas aussi rapide qu'il le serait. Il y a une petite limite à ce truc-là quand même, c'est que les changements ne sont pas faits au hasard. Si je fais un changement dans une zone qui attire déjà votre attention naturellement, vous allez le voir tout de suite, parce que c'est quelque chose que vous allez observer. Si je fais ça dans une zone qui n'est pas très importante, qui n'est pas le focus principal de votre attention, à ce moment-là, vous allez mettre plus de temps à le voir. Voilà pour les exemples. Donc il se passe plein de choses rigolotes et ça montre encore une fois que la machinerie ne marche pas aussi simplement qu'on pourrait le croire. Donc on va revenir sur les petites définitions. Donc qu'est-ce que c'est l'attention visuelle? Si on fait un petit rappel anatomique, mais on l'a déjà vu, effectivement, vous avez deux yeux avec une rétine derrière, avec une résolution complètement variable, et un système visuel derrière qui doit traiter tout ça. Sachant qu'il n'est pas capable de traiter des quantités d'informations. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de la sélection, forcément, parce qu'on ne voit pas tout clairement à un moment donné. On a une bonne vision d'une partie de la scène, ici par exemple, effectivement, on voit très bien ça, le reste est flou. C'est plutôt ça qu'on voit à chaque fois qu'on fait une fixation. Pourtant, vous n'avez pas l'impression de voir flou. Donc on fait de la sélection pour éventuellement allouer des ressources pour traiter les choses. Alors on va voir après qu'il y a différentes explications, si c'est vraiment de l'allocation de ressources ou pas, et ce que ça sert à... Et au niveau du cerveau en tout cas, on va faire des choix, au niveau des voies de traitement, pour ne traiter qu'une partie de l'information. Reste à savoir pourquoi. Il y a deux grosses théories. Il y en a une qui est la plus connue, la plus répandue, qui est celle-là, qui tend à expliquer le fait qu'on ait de l'attention par le fait qu'on ait des capacités cérébrales limitées. Ça peut nous surprendre, mais on a quand même un cerveau qui fonctionne parmi les mieux de toutes les espèces animales. Mais on a quand même des capacités limitées compte tenu de la grosse quantité d'informations qu'on peut acquérir. Et donc la théorie serait que puisqu'on a des capacités qui ne sont pas extensibles à l'infini, il faut bien trouver un mécanisme pour réduire cette quantité d'informations et mieux la traiter. C'est une façon de voir les choses, qui est assez logique et qui est celle qui est reprise par une grande partie des modèles d'attention, qui sont par exemple les modèles qu'on verra un peu plus tard, où on considère qu'on a un faisceau et qu'on parcourt la scène avec ce faisceau et qu'on analyse au fur et à mesure cette scène comme ça. Il y a une autre théorie un petit peu différente, qui consiste à dire, peu importe les capacités qu'on a dans notre cerveau, on pourrait avoir un cerveau comme ça ne changerait rien, tout simplement parce que c'est lié aussi à des objectifs fonctionnels. J'ai deux yeux, anatomiquement déjà il y a des choses qu'on doit prendre en compte,
j'ai qu'une main, on ne peut pas faire 50 000 trucs à la fois. Ça ne sert à rien de percevoir le monde dans tous les sens et d'avoir toutes ces informations, puisque de toute façon, je peux me concentrer physiquement que sur un truc à la fois. Et puis pour des raisons de survie aussi, si je vais me faire attaquer par justement un serpent ou quelque chose comme ça, c'est pas la peine que je perçoive tout mon environnement et que j'analyse tout en même temps. C'est peut-être plus efficace que je sois prévenu qu'il y ait un seul truc qui arrive à la fois et que je puisse réagir de manière efficace. Donc c'est deux façons d'expliquer les choses. Celle-là est un peu plus computationnelle et un petit peu plus liée à une capacité. Et c'est vrai qu'il y a des choses, des indices qui font croire un petit peu plus à celle-là parfois. Quand on voit le nerf optique et la quantité d'informations qu'il peut transporter par rapport à la quantité d'informations qui arrivent dans la rétine, il y a déjà un facteur 10 ou 100 de réduction qui est obligatoire pour pouvoir traiter les données. Donc ça, c'est un peu pourquoi. Et là, je vais attaquer différentes facettes de l'attention pour vous montrer un petit peu que c'est un truc assez vaste. On peut attaquer de différents angles avec différentes façons de voir les choses. Et qu'en fonction de la façon dont on voit les choses, on peut analyser ça de manière totalement différente. Il y a déjà deux types d'attention. La plus connue, celle qu'on voit le plus souvent et qu'on peut vraiment mesurer, c'est l'attention ouverte. Vos yeux se déplacent pour aller focaliser votre attention quelque part. Mais on se rend compte que, par exemple, si vous avez déjà vu des enfants autistes, par exemple, de temps en temps, ils regardent dans un coin, ils ne vous regardent pas, pourtant, ils sont concentrés sur vous et ils voient quand même ce qui se passe. Donc ça veut dire que, d'un point de vue purement mental, on a une capacité aussi à se focaliser sur certaines choses sans avoir bougé nos yeux. Le capteur ne bouge pas, il est toujours au même endroit, mais nous, on est capable de focaliser nos traitements sur autre chose que le central du capteur. Donc il y a déjà deux types d'attention, et celui-là est assez difficile à observer, vu qu'il ne faut pas bouger les yeux, il faut réussir à se concentrer malgré la perte de résolution qu'on a, etc. Donc c'est celle-là qui est le plus étudiée, effectivement, mais on peut mettre en évidence celle-là avec certains mécanismes d'aide ou d'indices quand on fait des expérimentations. Alors ça, c'est très important. Il y a aussi deux facettes de l'attention qui sont qu'on a différentes sources qui sont en compétition pour attirer votre attention. La première et la plus évidente, c'est l'attention endogène, ou bottom-up. C'est-à-dire que vous êtes attiré par des choses en fonction des stimuli que vous recevez. Typiquement, si un stimuli est bien différent de ses voisins, une pomme rouge au milieu des pommes vertes, ça va automatiquement attirer votre attention. C'est quelque chose d'automatique, de rapide, de parallèle et d'inconscient. Ça marche à tous les coups. Si je vous mets quelque chose qui est différent de son entourage, vous allez avoir votre attention attirée par ça. Et c'est ce qui sert de base pour 90% des modèles d'attention visuelle qui modélisent ce phénomène-là. Cependant, comme on l'a vu avec le singe, par exemple, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, notamment vos connaissances a priori, la tâche que vous devez effectuer. Quand vous jouez à Trouver Charlie, on ne voit pas beaucoup, c'est typiquement ce type d'attention-là que vous mettrez en œuvre. Cette fois-ci, vous programmez votre cerveau pour vous dire « je cherche un petit bonhomme avec un pantalon bleu, un t-shirt avec des rayures rouges et blancs, et caché quelque part. » Il ne va pas vous sauter aux yeux comme la pomme, mais vous allez pouvoir mettre en œuvre des mécanismes pour aller le retrouver quand même. Ça, c'est beaucoup plus lent. Ça peut être conscient ou pas conscient, en fonction de si c'est une tâche ou si c'est votre connaissance. Là, c'est des pommes, mais vous pourriez très bien être attiré par quelque chose que vous connaissez dans une photo, qui n'attirera pas l'attention de quelqu'un d'autre. Mais si c'est quelque chose que vous avez en tête ou qui signifie quelque chose pour vous, ça va attirer votre attention. Ce sera du mécanisme total. Ça, c'est un peu plus compliqué à modéliser, parce que ça veut dire que soit on fait de la reconnaissance d'objets, grosso modo, soit on doit modéliser l'environnement, le contexte, voir la connaissance qu'a la personne. Donc il n'y a pas réellement de modèle d'attention visuelle qui se concentre que là-dessus. Souvent, c'est des extensions de ce type de modèle-là pour prendre en compte, en partie, de l'information contextuelle qui peut nous aider à un peu mieux diriger l'attention. Donc l'attention, après, il y a différentes théories. Certains disent que c'est quelque chose de complètement spatial. Vous dirigez sur un point dans l'espace, vous analysez ça sans connaissance a priori de la notion d'objet.
D'autres théories disent que ce serait plus logique qu'on fasse, dès le phénomène attentionnel, du regroupement et qu'on analyse les choses par objet. Alors il y a différents indices qui laissent résumer de l'une ou l'autre des solutions, c'est pas toujours évident. Parce que les phénomènes de groupement quand même sont des choses d'un peu plus haut niveau, et c'est vrai qu'on n'est pas bien sûr que ça arrive aussitôt. Mais il y a peut-être un équilibre, effectivement, au niveau bottom-up, on sera peut-être là-dessus, et puis quand on arrive avec de la connaissance, on a reconnu que c'était un oiseau, à ce moment-là, ça se transforme en attention guidée objet, par exemple. D'un point de vue théorique aussi, il y a deux choses qui s'opposent. Certains, et c'est les théories les plus anciennes, disent que l'attention est quelque chose de centralisé. Donc on aurait dans le cerveau une carte d'attention quelque part qui nous dirait voilà ce qui est intéressant et voilà grosso modo ce qui est prioritaire à analyser. Ça viendrait effectivement de notre perception, on calculerait un certain nombre de cartes, de sous-cartes, et à la fin on aurait une superbe carte qui nous dit où mettre le faisceau attentionnel. Par exemple, Anne Treisman, c'est sa Feature Integration Theory, ce qui a été repris par pas mal de modèles, c'est son hypothèse de départ. Une autre hypothèse un petit peu plus récente, c'est le modèle de Deco et Rolls, si je ne dis pas de bêtises, qui date de 2004. C'est que l'attention est quelque chose de complètement distribué. C'est une conséquence du traitement des voies pariétales et ventrales, de traitement de l'information, de où et de comment, enfin et de quoi. Et en fonction des inhibitions qui se passent dans ce traitement neuronal, on va avoir des réentrances, des connexions latérales, etc., qui vont faire que, à la fin du traitement, on va avoir désinhibé complètement des choses qui ne sont pas intéressantes, et on sera focalisé que sur certaines choses, et en fonction de certaines interactions, tout ça va changer. Mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas de carte. C'est juste que c'est l'interaction de tous ces blocs dans le système visuel qui fait que émerge un comportement intentionnel. Deux visions complètement différentes, avec des modèles à la fin qui sont assez différents. Sachant que d'un point de vue computationnel, c'est celle-là qui prévaut largement, 90% des modèles qui utilisent ça, parce que c'est beaucoup plus simple, et puis ça permet à la fin d'avoir une carte qui vous dit ce qui est important, ce qui n'est pas important. Mais ça paraît quand même biologiquement certainement plus plausible, parce qu'on a effectivement de l'interaction, et en faisant des expériences, on n'arrive pas réellement à trouver un seul endroit où on aurait cette fameuse carte de séance. Elle a été vue dans différentes zones du cerveau assez différentes, donc c'est pas bien sûr. Et puis une dernière chose, si vous vous intéressez à la littérature, vous verrez deux types de termes, attention visuelle et science. C'est pas tout à fait la même chose. La science, c'est quelque chose de plus restrictif. Finalement, ça se rapporte plutôt à ce qu'on a vu qui était bottom-up. Donc c'est la capacité qu'a quelque chose à attirer votre œil de manière complètement automatique. C'est du contraste, grosso modo. Qu'est-ce qui, au premier coup d'œil, attire votre attention si on enlève le contexte, si on enlève le sens, juste si on prend en compte l'humain. L'attention visuelle, c'est beaucoup plus global, ça prend en compte tous les phénomènes. Et finalement, quand on parle d'attention visuelle, on fait rarement des modèles complets d'attention visuelle. Donc voilà pour les définitions globales de tout ça. Je vais vous montrer quelques applications et quelques explications de modèles. On va commencer par des applications et puis par quelques chiffres. Juste pour montrer que ça intéresse du monde. Donc les derniers chiffres datent de 2009 ou 2010, parce que j'avais fait ce schéma il y a quelques temps. C'est ici, voilà, si on cherche dans Scopus Science ou attention visuelle, voilà les résultats qu'on obtient par année. Donc ça n'intéressait pas grand monde, ou alors peut-être la psychologie, les neurosciences avant les années 90. Quand on a commencé à avoir des puissances de calcul qui permettaient de faire de la simulation, ça a commencé à intéresser du monde. Et puis voilà, récemment, on a de plus en plus de modèles de ce type de choses. Ça a deux conséquences. La première, c'est que si on veut sortir un modèle d'attention visuelle, quand on est étudiant en thèse par exemple, il faut trouver un nombre d'approches qui soit intéressant parce qu'il y a de la concurrence et il y a du monde qui s'y intéresse. L'autre, ça veut dire que potentiellement, il doit quand même y avoir pas mal d'applications à ce truc qui est quand même assez théorique au départ. Donc l'application la plus évidente, est celle qui utilise à contrario peu de modèles, c'est tout ce qui est marketing et pub. Les gens qui font du marketing et la pub sont très intéressés par l'attention visuelle pour savoir justement quand ils font une pub ou un site web et qu'ils mettent un bandeau de pub, qu'est-ce qui va attirer l'attention du consommateur et comment il va réagir.
Alors ça se fait encore beaucoup par des études oculométriques, donc on regarde physiquement avec des appareils ce que regardent les gens, parce qu'il n'y a pas que l'attention bottom justement qui rentre en compte, il y a leur vécu, leur connaissance, le contexte, mais les gens s'en demandent de modèles pour faire ça, parce que ce genre d'expérimentation coûte cher, sont longues, et si on avait un modèle qui approximait un petit peu tout ça, on serait vachement content. Donc ça peut être aussi utilisé, c'est un exemple d'application. Il y a maintenant des logiciels de lecture de BD en ligne. Ça pourrait être utilisé par exemple pour vous faciliter le parcours de lecture, vous faire de la lecture automatique, en fonction de ce qui est vraiment intéressant dans la BD, mais ça demande un petit peu de travail. Dans le cadre de l'interaction, alors j'ai peut-être plus la vidéo, parce que si j'ai pas la vidéo c'est beaucoup moins drôle. Bon, on va faire sans. Le principe là, sur cette vidéo on voit pas grand chose, c'est de simuler l'attention visuelle quand cette fois-ci un avatar, donc un ordinateur regarde quelque chose, par exemple vous regarde, et en fonction de la simulation qu'on fait de tout ça, on peut générer un avatar complètement réaliste avec un regard qui soit réaliste. C'est-à-dire que dans notre interaction avec l'ordinateur, si on a un avatar photoréaliste qui vous parle, vous allez aussi avoir un contact oculaire avec lui. Si vous arrivez à bien simuler l'attention visuelle, ça va être beaucoup plus réaliste et vous allez vous sentir vraiment comme dans une vraie conversation, c'est-à-dire que la personne vous regarde dans les yeux si c'est intéressant, elle peut regarder ailleurs. Ce qui est perturbant si vous simulez pas ça. Donc là on voyait normalement effectivement un petit peu de simulation d'attention visuelle, ces points dont on regarde, et après on voyait vraiment cet avatar qui regardait ce qui se passait là et qui simulait vraiment le parcours oculaire. Là, on revient un petit peu dans la communauté Computer Vision. Ça peut être utilisé aussi dans la recherche d'images par le contenu. Plutôt que de rechercher sur des attributs sur toute l'image, on peut peut-être se dire que dans une image, il y a des zones plus intéressantes que d'autres et que ce n'est pas la peine de faire de la similarité sur des zones qui ne sont pas vraiment quelque chose qui va attirer votre œil. Typiquement ici, il y a des bus rouges, c'est certainement ça qui va attirer l'attention. Ce n'est pas la peine de prendre en compte tout ce qui est derrière au niveau des bâtiments. C'est plus de la pollution et c'est du fond. Donc si on prend en compte que cette partie attentionnelle, on va pouvoir améliorer les résultats. Là, un petit peu plus en vrac, vous voyez qu'il y a de nombreux domaines dans lesquels ça peut être utilisé. Bien entendu, c'est ce qu'on parlait pour l'interaction, finalement, faire de la vision active, simuler dans un robot comment ça se passe chez nous, et faire que le robot soit réaliste ou arrive mieux à se diriger et à bouger ses yeux. En reconnaissance d'objets, ça peut être un pré-traitement qui permet de diriger le système de reconnaissance d'objets et éviter de parcourir toute la scène et de calculer des patchs partout aléatoirement. On peut guider un petit peu le calcul des patchs. Avec le petit bémol sur ce genre d'approche, qu'il faut que le système d'attention visuelle soit suffisamment rapide pour que ça ait un intérêt au niveau de gain de temps de calcul. Ou alors ça veut dire que si on fait du tri et qu'on enlève des données, on va améliorer les traitements parce qu'on ne va pas aller regarder dans des domaines qui seraient des faux positifs sinon. Donc il faut voir ce qu'on peut gagner là-dessus. Pour le tracking objet, c'est pareil, on peut utiliser la séance comme une espèce de mesure de similarité pour aider à traquer. Il y a pas mal de travaux pour le véhicule intelligent, pour aider le véhicule à se diriger. On a aussi un système d'attention visuelle qui permet de se focaliser sur certains événements et d'ignorer certains autres. Sachant qu'effectivement, un piéton qui va arriver sur le côté, il va y avoir du mouvement, on va le voir. Lié à l'attention visuelle, on a aussi la détection de nouveautés, c'est assez lié finalement, puisqu'on a vu sur les expériences d'attention visuelle, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou qu'on a du mouvement, qu'on a un changement, ça risque d'attirer notre attention. On peut mettre ça en place pour modéliser la question. En traitement d'image, il y a aussi pas mal de choses. Pour faire de la super résolution, donc améliorer la résolution des images, on peut justement faire des traitements de super résolution qui sont plus spécifiques. Dans les zones les plus intéressantes, on va vraiment mettre un petit peu plus de moyens et faire ça avec de la meilleure qualité. Dans les zones les moins intéressantes, où il y a des aplats de couleurs ou des choses comme ça, on ne va pas se poser la question et on va moins traiter, donc faire des optimisations. Le tone mapping, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est lié aux images à haute dynamique. Donc les images que vous voyez là et qui sont diffusées, par exemple, et celles qu'on manipule depuis très longtemps sont représentées sur 8 bits.
et sont affichés sur des écrans avec une luminosité qui n'est pas énorme. Maintenant, on a moyen, pour ceux qui font de la photo, on peut faire des images HDR, ce qu'on peut appeler. On prend plusieurs images à différentes expositions, on les combine, et on se retrouve avec une image avec une beaucoup plus grande dynamique. Donc on n'a plus 8 bits par pixel, on peut en avoir 16 ou 32. Et pour afficher ça, on est embêté, parce que les écrans actuels, eux, ça va afficher au mieux 10-12 bits, mais pas plus. Donc il faut transformer ces images-là, réduire la dynamique. Mais quand on réduit la dynamique, forcément on a des pertes. Puisque on passe de 16 ou de 32 bits à 8, forcément, il y a des choses qui disparaissent. Donc on peut essayer de guider ce changement de contraste et ces améliorations de contraste en fonction de l'attention visuelle pour faire en sorte que ce qui est important d'un point de vue attention soit préservé et que le reste, à la rigueur, on puisse l'enlever. L'attention visuelle, ça sert aussi à recadrer des images. Quand on passe d'une télé 16/9 à une télé 4/3, d'une télé à un téléphone portable, il y a des opérations à faire de recadrage. On peut utiliser l'attention visuelle pour éviter de refaire juste un simple zoom et de recouper l'image en gardant que des zones qui pourraient être intéressantes. On en verra quelques applications après. Voilà, on peut faire du résumé de contenu, on peut améliorer le traitement de la 3D en connaissant un petit peu ce qui va atterrir à l'œil. On va pouvoir retraiter la 3D, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, parce que avec la 3D, enfin, la capture pose pas trop de problèmes, mais l'affichage pose plein de problèmes. On peut faire du watermarking intelligent, justement, en cachant les données un petit peu plus intelligemment, de la segmentation. Et on peut continuer comme ça longtemps. Quand on fait la diffusion de contenu, on peut améliorer le streaming en fonction des zones attentionnelles et associer plus de bits de codage aux informations les plus importantes et en enlever pour celles qui ne le sont pas. Pour la qualité des vidéos, c'est la même chose. Mettre plus d'importance sur les zones qui sont plus attentionnelles. Donc voilà, il y a plein de choses. Et pour faire ça, on a différents types de modèles d'attention. Alors on peut les classer grossièrement dans les deux classes qu'on avait vues tout à l'heure d'un point de vue théorique, les modèles distribués et les modèles centralisés, sachant que là-dedans, on le voit même, il y a beaucoup plus de monde. Donc les modèles distribués, c'est souvent des approches connexionnistes, donc tous les types de réseaux qu'on a vus dans les derniers jours, qui sont basés justement sur de la compétition. On met les informations en compétition, et qui gèrent très bien la dynamique, puisque cette compétition-là, elle se fait de manière itérativement. Par contre, c'est assez complexe, et si on veut ajouter des types de caractéristiques particuliers, soit on doit les apprendre, soit on doit changer la structure du réseau. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue utilisation computationnelle. On est assez limité sur la façon dont on l'utilise. Donc il y a des modèles très théoriques, dans lesquels on ne rentre même pas trop d'images, c'est vraiment des modèles explicatifs, et il y a des modèles un petit peu plus computationnels, qui eux, effectivement, prennent vraiment les images en compte. Et dans les modèles centralisés, on en verra un exemple, le plus connu, c'est le modèle Litty, qui est un modèle hiérarchique. Là, c'est conçu pour être efficace de manière computationnelle. C'est plus facilement extensible parce qu'on peut rajouter différents filtres, c'est juste une histoire de rajouter un nouveau canal, et ça se passe très bien. Mais souvent, c'est pas fait pour gérer la dynamique, ou alors on fait ça a posteriori avec d'autres mécanismes, mais c'est pas trop fait pour ça. Donc là, il y a différentes approches, des approches hiérarchiques qui sont bio-inspirées finalement, des approches plutôt statistiques, où on considère l'attention comme un phénomène statistique qui va nous sélectionner les choses les moins probables, donc les plus surprenantes. Basé sur la théorie de l'information, c'est la même chose, c'est qu'on va sélectionner les choses qui nous apportent le plus d'informations. On a quand même des modèles connexionnistes, donc du même type, mais qui sont basés sur une représentation centralisée. Et puis plein d'autres approches qui sont liées à une application bien particulière, où on essaye de se bricoler un modèle d'attention en fonction de l'application qu'on a pour que ça aille vite et que ce soit efficace. Donc, si vous voulez un peu plus d'informations, il y a pas mal de choses dans ma thèse. Il y a un bouquin de Laurent Etty qui est assez complet. Il y a une présentation qu'avait fait Jane Totsos il y a quelques années en France d'ailleurs, qui présente plein de modèles et qui les classe un petit peu de manière différente. Il y a un état de l'art très complet et récent de tous les modèles d'attention visuelle avec une comparaison des évaluations qui est parue dans une revue de 3 ça doit être dans un famille. Voilà, et j'ai mis pas mal de bibliographies à la fin, donc si vous voulez des informations sur les modèles, il y a plein de choses à compléter. Donc là, on va attaquer plus le cœur de ce que j'ai fait en thèse. Donc vous avez vu qu'il y a plein de façons de faire de la modélisation de l'attention visuelle et qu'il y a plein de monde qui fait ça. Donc il faut trouver une façon qui soit intéressante
de faire les choses. Donc si on revient un petit peu sur la classification des modèles d'attention visuelle, on a différentes façons de voir les choses. Soit on se place d'un point de vue complètement neuromimétique, on s'inspire des neurosciences, on montre des modèles connexionnistes, on essaye de voir comment tout ça interagit, et on essaye quasiment au neurone près de représenter comment ça se passe. C'est une approche qui est intéressante, parce qu'on peut comprendre des choses sur la façon dont se passent les phénomènes attentionnels. Par contre, on ne connaît pas encore tout, donc effectivement la modélisation n'est pas toujours facile, et c'est des modélisations assez complexes. Si on veut utiliser ça dans un modèle de vision par ordinateur par exemple, c'est pas forcément très adapté, c'est pas l'approche la plus rapide possible. Donc si on accepte de faire des compromis, on peut faire des modèles inspirés. C'est le cas du modèle de Laurent Hutty, qui est vraiment inspiré par les théories computationnelles, mais qui garde dans la tête quelque part qu'il va falloir appliquer ça à un ordinateur, et donc utilise des méthodes de filtrage et de simplification qui font que ça va plus vite. Mais on est dans un but de respecter quand même la biologie. Il y a d'autres approches très... on appelle ça théorie inspirée, en se disant voilà, je vais utiliser un modèle probabiliste, comment est-ce que je peux mettre en place un modèle probabiliste d'attention visuelle. Donc, effectivement, on veut faire de l'attention visuelle, donc on veut modéliser un phénomène perceptif, mais on ne se pose pas trop la question de comment fonctionne le système visuel. Tout ce qu'on veut, c'est un résultat qui soit proche, avec différentes théories. Et donc, pour les travaux qu'on avait fait dans ma thèse, on s'est dit qu'on pouvait avoir une autre approche, un peu plus... une approche d'un peu plus d'ingénierie finalement, quand on y réfléchit, en se disant, voilà, il y a plein de choses qui existent, analysons ce qui existe et voyons ce qu'on peut en tirer, où sont les problèmes et à quel endroit on peut mettre un coup de tournevis pour que ça marche mieux, et qu'on puisse avoir le meilleur de tous ces mondes-là. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on a analysé les différentes applications qu'on pouvait avoir sur l'attention visuelle, les différentes caractéristiques qui pouvaient être nécessaires pour ces applications-là, et on en a choisi une qui paraissait la plus intéressante et puis peut-être aussi la plus contraignante, celle où il fallait être quand même relativement plausible, il fallait pouvoir s'adapter, faire en sorte que le système attentionnel, si on avait un changement dans le système de vision qui disait finalement maintenant il faut aller regarder ça, il puisse s'adapter en temps réel, qu'il soit relativement invariant au changement de la scène, qu'il soit rapide, parce que si on doit faire de la vision en temps réel, rapide, extensible et dynamique. On voulait un petit peu de tout. Et en analysant les modèles qui existaient déjà, en fonction de nos critères, on s'est dit qu'il y avait quand même deux approches qui étaient intéressantes et qui en plus étaient assez liées à la biologie et au système perceptif. On a les systèmes distribués, qui sont super intéressants pour leur côté dynamique, leur côté compétition entre les données. Et puis les modèles hiérarchiques qui sont intéressants parce que computationnellement c'est efficace, et puis qu'on peut rajouter des morceaux dedans, enfin tout est assez simple à mettre en œuvre. Donc si on pouvait mélanger ces deux trucs-là pour que ça puisse nous donner quelque chose d'intéressant, ce serait pas mal. Donc oui, si on pouvait rajouter un petit peu plus de rapidité sur le modèle hiérarchique, ce serait encore mieux. Mais... Donc voilà le principe pour faire un modèle d'attention visuelle. En entrée, on a une image, une vidéo, ce qu'on veut en sortie. Alors, ce que nous, on voulait en sortie, ce qui n'est pas tout à fait ce que veut tout le monde en sortie, c'était, à un moment donné, savoir à quel endroit on va devoir regarder. Ce qui n'est pas toujours la sortie d'un modèle d'attention visuelle. Souvent, ce qu'on sort, c'est une carte de science, donc une carte des probabilités d'intérêt des différents éléments d'une scène. Mais c'est statique ça, et si on veut un truc un petit peu plus dynamique qui puisse changer en cours de route, c'est pas forcément très rigolo. Et puis on s'était dit qu'on ne voulait pas forcément une représentation centralisée de l'attention parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment ça et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir une représentation centralisée. Donc qu'est-ce qu'on met dans la boîte noire là pour que ça marche bien comme ça? Ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait une partie hiérarchique et une partie distribuée. Donc des modèles hiérarchiques, il y en a un bien connu qui fonctionne pas mal, c'est le modèle de Laurent Hutty. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et la question c'était comment à partir de ce modèle-là, on peut améliorer les choses d'un point de vue partie hiérarchique déjà, et d'un point de vue partie distribuée. Donc pour bien comprendre la suite, voilà comment fonctionne le modèle. C'est quelque chose d'assez simple au final. On part d'une image initiale, on fait du filtrage
pour générer des pyramides. Des pyramides sur différents canaux, sur un canal couleur, avec plusieurs couleurs bien entendu, un canal pour les opposants couleur rouge-vert par exemple, un autre canal pour le jaune, un canal d'intensité, une pyramide pour l'intensité, un canal d'orientation. On pourra en rajouter, ça peut être pour le mouvement, ça peut être pour les textures, enfin, on peut rajouter tout ce qu'on veut, là peu importe. Le principe c'est de faire une analyse pyramidale, et puis après de mettre en place nos fameux champs récepteurs dont on parlait il y a quelques temps. Là. Donc les champs récepteurs c'est du centre périphérie, donc on va faire la différence entre le centre d'une zone et sa périphérie. C'est un détecteur de contraste. Et tout l'attention bas niveau bottom-up c'est basé sur la détection de contraste. Donc on fait de la détection de contraste sur ces cartes, et on arrive avec plein de cartes, plein de niveaux, il va falloir regrouper tout ça. C'est là que les choses se corsent. Une première opération, c'est juste de regrouper ce qui est thématique, donc on aplatit les pyramides, on met tout ça ensemble, on a des cartes. Tant qu'on reste sur la même modalité, il n'y a pas trop de soucis. On a analysé de manière multi-résolution, on revient sur quelque chose qui est une carte, ça pose pas de problème. Le problème, c'est après comment on fait pour mélanger tout ça. On a de la couleur, de l'intensité, de l'orientation. Ça vient de différents filtres, on ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire, comment on combine. Dans le modèle original de Laurent Hitty, il y a une phase de normalisation qui se passe ici, où on va essayer, grosso modo, le principe étant de se dire les choses qui attirent votre attention sont rares. Donc sur chacune des cartes, on va faire une normalisation qui fait ressortir la caractéristique, l'endroit le plus intéressant. Et on baisse tout le reste. Et donc ils font ça, ils combinent de manière linéaire, une simple moyenne finalement des cartes. Ils ont une carte de science, et si on veut de la dynamique, on rajoute une étape supplémentaire avec un réseau winner-takes-all qui va, au fur et à mesure, aller détecter l'endroit qui est le plus saillant, mettre un masque pour générer ce qu'on appelle l'inhibition de retour, c'est-à-dire le fait que quand on fait des observations de la vision des personnes, si vous regardez un endroit, vous n'allez pas y retourner tout de suite après. Vous l'avez analysé, vous l'avez encore en tête, c'est pas la peine de revenir tout de suite dessus. Donc pour simuler ça, effectivement, dans notre carte, quand on fait des traitements, on annule la zone qu'on vient de visiter, et puis on continue, on prend la suivante, etc., en annulant à chaque fois tout ça. Mais tout ça est assez artificiel, puisqu'on le construit après, et ça se base sur notre carte de science, dont on ne sait même pas si elle existe vraiment. L'autre problème, c'est que la combinaison linéaire qu'on fait là, elle n'est pas vraiment justifiée, et si ça se trouve, dans certains cas, il faudrait un petit peu plus d'intensité ou d'orientation, en fonction des images. On ne sait pas trop. Donc, tout ce qui se passe là est assez discutable parce qu'en fonction du contexte, ou en l'absence de contexte, pourquoi faire certains choix plutôt que d'autres? Et puis là, c'est vraiment le créateur de l'algorithme qui le fait. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas ce genre de choses. Donc, nous, on s'est dit que pour prendre en compte et tirer le meilleur parti de tout ça, cette partie-là, elle est intéressante parce que c'est la partie calcul de caractéristiques. Elle est inspirée de la biologie. Ça fonctionne plutôt bien et c'est assez attesté que tout ça est intéressant. Alors ça pourrait être calculé totalement différemment, hein, avec des réseaux de neurones, on pourrait faire de l'apprentissage pour calculer les caractéristiques. Là, le choix a été fait d'utiliser les connaissances qu'on avait a priori de la neurophysiologie et de la neurobiologie pour mettre ça en place. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas mettre un modèle compétitif ici pour mettre les cartes en compétition et faire en sorte que ça ressorte de la compétition comme on fait dans les modèles distribués. Donc, en mettant ça en place, le but du jeu, c'était de faire en sorte qu'on arrive à retrouver nos caractéristiques qui étaient intéressantes. Donc après, en bas, vous aurez un petit bandeau qui va vous dire ce que je présente, à quoi ça contribue, grosso modo. Donc là, on va commencer juste à voir sur la partie hiérarchique comment on a modifié les choses pour améliorer un petit peu la façon dont ce serait réaliste et faire en sorte que ce soit plus rapide. Je passerai assez rapidement parce que ce n'est pas la partie la plus rigolote. Donc habituellement, voilà, on a une pyramide multi-résolution. À la fin du traitement, on a des cartes d'intérêt, donc par exemple pour l'intensité, la couleur, l'orientation, en fonction de cette image. Ce qui serait intéressant, c'est de faire en sorte aussi, parce que là on les prend, on traite tout de la même façon comme si on n'avait pas de rétine. Ce qui serait intéressant, c'est de simuler le fait qu'on ait une rétine, c'est-à-dire que la résolution, elle varie en fonction de l'endroit où on regarde. Là où on regarde, on a beaucoup de résolution, et là où on ne regarde pas, on n'en ait pas beaucoup. La contrainte était de se dire, j'aimerais bien avoir ça, mais à un coût négligeable, ou même qui me fasse gagner du temps. Parce qu'après tout,
si j'ai un flou, et que dans la rétine c'est ce qu'on a, le but du jeu c'est d'avoir moins d'informations à traiter, et donc de le traiter plus rapidement et plus efficacement. Donc la feinte pour faire ça, c'est qu'à la place de garder une pyramide multi-résolution avec toutes les informations, ce qu'on peut faire, c'est qu'à chaque niveau de résolution, ne garder que la quantité d'informations nécessaire. Finalement, c'est ce qui se passe dans la rétine, c'est-à-dire qu'on a spatialement peu d'informations à très haute résolution, un petit peu plus à moins bonne résolution, encore un petit peu plus à moins bonne résolution, et quand on est vraiment à une résolution la plus basse, on a quasiment l'information sur tout le champ visuel. Donc si à la place d'avoir une pyramide, on met en place une grosse colonne qui traverse tout ça, grosso modo on efface tout ce qui se passe sur la carte de la résolution la plus faible, sauf à l'endroit où on est en train de focaliser, on fait ça à l'autre échelle, mais ce sera un peu plus gros parce que forcément la résolution de cette carte-là est plus petite, et qu'on garde donc que cette colonne, on se retrouve à simuler cette partie variation de la rétine, alors avec plein d'approximations, parce qu'on est sur des choses carrées, il y a plein de choses qui s'en vont, mais il n'empêche qu'on a plus d'informations là et qu'on en a moins autour. Et qu'on gagne du temps, parce qu'on traite beaucoup moins d'informations. Donc c'est une façon de gérer les choses un peu plus rapidement. Si on veut simuler une rétine, on n'est pas obligé de faire du flou, on peut juste supprimer de l'information, ça revient au même, et on gagne du temps. Si on veut aller plus vite aussi, on peut utiliser des images intégrales, ce qui n'était pas trop utilisé dans notre domaine. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Si vous avez déjà vu un petit peu comment marche le Duolingo, par exemple pour la reconnaissance de visage, vous voyez qu'on remplace les détecteurs et les filtres style Gabor ou Stand sera un peu plus précis par des filtres basés sur des régions carrées ou rectangulaires. Et on sait calculer avec les images intégrales très facilement en quelques lookups d'une table l'aire d'une certaine zone. Donc ça va très vite après pour calculer des différences entre des carrés. Donc avec ça, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un modèle d'attention qui tourne en temps réel, au moins sur la partie génération des cartes de caractéristiques, sans trop de soucis. Donc voilà pour la partie hiérarchique, il n'y avait pas forcément grand-chose d'intéressant là, si c'était des petites astuces calculatoires pour gagner du temps. Ce qui est plus rigolo, c'est sur la partie distribuée. Donc pour comprendre ce qu'on a fait, il faut revenir à juste avant que je commence la thèse, au moment où j'étais en train de faire des travaux d'ingénierie pour un projet qui s'appelait le projet Orange Autistique, où le but du jeu, on travaillait avec des enfants autistes. Et ce qu'on voulait faire, c'était des applications où, avec une webcam, on traquait le visage de l'enfant pour essayer de voir s'il était attentif, s'il regardait l'écran, et faire en sorte de, s'il ne regardait pas l'écran, trouver un moyen de le refocaliser par un son, par un truc qui clignote, pour faire en sorte que dans les exercices qu'il faisait, donc là c'était parfois juste déplacer une boule et faire en sorte que ça rebondisse, c'était très basique, faire en sorte qu'il ait un petit peu plus d'attention durant ces séquences-là. Et en s'intéressant à l'autisme et à tout ça, on est tombé sur des articles de personnes du domaine qui présentaient une hypothèse sur l'autisme qui tend à montrer qu'il y a des problèmes d'attention et que la plupart des gens qui ne sont pas atteints d'autisme sont monotropiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de focaliser leur attention sur une seule chose de manière assez importante, et qu'une partie des troubles autistiques pourrait être due à un phénomène de polytrophisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de focaliser son attention partout, mais qu'elle est distribuée un petit peu dans tous les sens. Ça expliquerait que les personnes autistes sont dérangées par tout ce qui arrive autour, parce qu'ils sont justement, il n'y a pas ce filtrage qui fait qu'on peut se concentrer sur quelque chose, et n'importe quel stimuli va attirer votre attention et monopoliser votre système visuel. Et donc pour modéliser ce truc-là, ils avaient utilisé un système dynamique qui montrait que quand on analysait l'ensemble des configurations du système dynamique, il y avait certains paramétrages de ce système dynamique qui faisaient qu'on arrivait dans une situation de monotropisme, quand on mettait un stimuli, on se concentrait dessus, et d'autres configurations du système qui faisaient qu'on avait plutôt des situations de polytropisme où justement l'attention s'éparpillait dans tous les sens. Donc on trouvait ça rigolo, et puis ça montrait qu'effectivement on pouvait gérer deux types de situations qu'on pouvait contrôler grâce à un système dynamique, la façon dont on pouvait se concentrer ou pas, et c'était relié à l'attention. Donc on s'est inspiré de ça pour se dire pourquoi pas utiliser un système dynamique, et parmi les systèmes dynamiques, utiliser un système par prédateur. C'est des systèmes qui ont été construits pour justement gérer la compétition entre les espèces, qui sont utilisés dans plein de domaines pour justement modéliser comment des choses se... Comment des choses se mélangent,
Ça peut être une stratégie de fusion, la compétition, de se dire à bas échelle, on a plein de choses. Quand il y a de la compétition, certains mangent les autres, donc à l'échelle suivante, il y a un petit peu moins d'informations et il y a un petit peu moins de choses. On a déjà fait un peu de ménage. Si on continue dans la chaîne alimentaire, on arrive à la fin avec juste ce qui est important et ce qui a réussi à prendre tout l'intérêt ou toute l'attention ou toutes les ressources, selon comment on voit les choses. Donc ça peut être une bonne stratégie pour faire de la compétition. L'autre chose assez rigolote de ces systèmes-là, c'est qu'ils peuvent avoir un comportement assez chaotique. En fonction des systèmes dynamiques, ce qui est rigolo, c'est que si on change un tout petit peu l'entrée, on peut avoir en sortie des comportements complètement différents. Alors du fait de la discrétisation des systèmes et du fait de certaines propriétés des systèmes dynamiques. Alors ça peut être gênant si on veut faire des trucs très reproductibles, mais dans le domaine de l'attention, si je montre la même image à différentes personnes ici et que j'observe votre trajectoire de regard, on ne va pas avoir les choses, on va pas avoir la même chose. Même si je reprends la même personne, je fais deux expériences l'une après l'autre, sur la même image, je n'aurai pas le même trajet non plus. À la rigueur, c'est intéressant parce que ça peut permettre de modéliser la variabilité qu'on peut avoir sur le système attentionnel, ce que fait pas grand. Il n'y a pas vraiment de modèle d'attention qui fait ce genre de choses. Ça pouvait être rigolo. Donc comment ça marche un modèle proie-prédateur? Le modèle de base qui a été inventé par Walter Alotka, c'était pour modéliser la compétition entre c'était des poissons, je crois bien, dans la mer Adriatique. Donc le but du jeu était de se dire, j'ai un certain nombre de proies, ces proies ont un taux de croissance, donc elles vont croître. Si on touche à rien, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Elles se font chasser par des prédateurs. En fonction de la quantité de prédateurs, j'ai un taux de prédation, et forcément, plus il y a de prédateurs, plus elles vont se faire chasser, donc plus ça va redescendre. Même chose pour les prédateurs. De base, les prédateurs, ils ont un taux de natalité qui est lié à l'abondance de ressources. Plus il y a de proies, plus on va manger, plus on va pouvoir se reproduire. Et puis elles ont aussi un taux de mortalité, comme tout le monde, forcément. Sinon, elles meurent jamais. Donc si on prend en compte juste ce petit modèle-là, avec 4 paramètres, enfin on peut en enlever un, parce qu'au final, la prédation qu'on a là et le taux d'essence sont des choses qui sont liées. Donc avec un modèle avec 3 paramètres, on peut modéliser d'une manière très simpliste la façon dont se passe la compétition entre les proies et les prédateurs et comment elles se montrent. C'est quelque chose qui est périodique, effectivement. Soit ça c'est l'espace de phase, mais si on regarde ce qui se passe là, donc c'est des données, ça doit être les données avec les lynx et les lapins. Donc là on a des données, les points c'est des données brutes, et il y a la modélisation avec un système proie-prédateur qui montre un petit peu l'évolution, effectivement, en fonction du nombre de proies et de prédateurs, comment ça évolue. Et les deux quantités évoluent juste avec un décalage de phase, puisque forcément les prédateurs sont complètement dépendants des proies. S'il n'y a plus de proies, il n'y a plus de prédateurs. Quand il y a beaucoup de proies, il y a beaucoup de prédateurs. Donc ça marche dans un domaine, il n'y a pas de dimension là, on raisonne sur des quantités, et ça nous montre que la dynamique de ces proies, ces prédateurs. La question c'était comment on fait si on veut appliquer ça à l'attention visuelle. Qu'est-ce qui correspond à nos proies? Qu'est-ce qui correspond à nos prédateurs? Et quel mécanisme on met en place pour que ça fonctionne? Donc, la première des choses qu'on peut faire, c'est se dire les proies ont besoin de ressources pour manger. Ces ressources, elles vont correspondre à quelque chose. On peut considérer qu'elles ne vont pas forcément varier, c'est une simplification, mais c'est elles qui vont nourrir l'évolution de nos proies. On peut aussi avoir l'environnement qui a un impact sur la vie des proies et des prédateurs. En fonction des paramètres externes de l'environnement, il peut se passer des choses. Ça augmente un petit peu notre modèle. On peut voir qu'il peut se passer plein de choses extérieurement, outre la compétition qu'on peut avoir là. Si on met les proies et les prédateurs dans un endroit où il fait chaud ou il fait froid, s'il n'y a pas beaucoup de ressources, ça ne va pas fonctionner pareil. Si j'ai de l'eau, si j'ai pas d'eau. Donc, on a des choses qui peuvent changer. Et si on veut mapper tout ça, voilà ce qu'on se dit. Les ressources, ça va être la sortie de notre système hiérarchique. Donc nos cartes d'intensité, de couleur et d'orientation, c'est la quantité c'est nos informations dont on possède, c'est ce qu'on veut mettre en compétition. Donc là, on a bien des cartes 2D cette fois-ci. Et donc ce qui va se passer là après, c'est qu'effectivement, les proies vont aller manger tout ça. Va y avoir de la compétition entre les proies et ils vont aussi se faire manger par les prédateurs.
toujours dans un système 2D, et on va avoir de l'influence à côté de l'environnement. Donc l'environnement lui-même, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être différentes choses. Nous, on en avait choisi deux. La première chose, c'est quelque chose qu'on remarque quand on fait des expériences de tracking, c'est que si on montre des images à des gens et qu'on fait des statistiques sur ce qu'ils ont regardé dans les images, on se retrouve avec un gros biais sur le centre de l'image. Genre, le premier truc qu'ils vont regarder, c'est le milieu. Il y a plein d'explications, il y a des biais expérimentaux là-dessus, parce que forcément, quand vous faites une photo, c'est rare que vous mettiez le sujet en haut à gauche. Alors, c'est que vous n'êtes pas très bon photographe, mais on a tendance à centrer le sujet. La position de repos de nos yeux est relativement centrale. Si je vous montre rien, vous n'allez pas tourner les yeux exprès en position de repos. Et puis le fait aussi peut-être que effectivement dans la vie de tous les jours, les choses les plus intéressantes et statistiquement, vous avez plus de chances de retrouver quelque chose d'intéressant en face de vous. Donc, il y a des facteurs externes et à la fois des facteurs internes, mais toujours est-il que si vous voulez modéliser l'attention, il faut prendre ce truc-là en compte parce que ça a une importance très grande quand on fait des expériences. Après, on peut vouloir l'enlever ou pas l'enlever pour voir si le modèle est intéressant hormis ce biais centré, mais c'est important de le prendre en compte. Donc ça, c'est une variable environnementale intéressante. L'autre chose, c'est que y a de la variation dans nos comportements. Donc si on veut avoir de la variation, peut-être qu'il faut ajouter un petit peu de bruit dans l'histoire et d'aléatoire. L'autre explication, c'est que si on revient du côté cognitif, dans votre cerveau, en dehors de toute stimulation, il se passe quand même des choses. La preuve, je ne sais plus qui parlait des expériences d'hallucination qu'on avait si on... Voilà, c'était dans une autre chose. Si on prend quelqu'un, on le met dans une pièce complètement noire, sans aucun stimuli, pas de son, pas d'image, rien du tout, complètement déconnecté de l'extérieur du monde, on commence à avoir des hallucinations. On voit des formes géométriques, on entend des choses qui n'existent absolument pas. Apparemment, ça viendrait de l'activité propre de notre cerveau qui génère des signaux, et comme nous on est fait pour interpréter des signaux, s'il n'y en a pas, eh ben, on prend nos signaux internes, qui sont peut-être liés au groupe de rétroaction qu'il y a dans notre cerveau, mais en tout cas on prend nos signaux internes comme des signaux provenant de l'extérieur. On a des activations. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une forte activité autonome du cerveau qu'il ne faut pas négliger. Donc ça peut prendre en compte ceci. On rentre un petit peu de variation, ça peut toujours être intéressant. Donc là on se retrouve effectivement avec une évolution de nos proies, donc qui est liée finalement à la quantité qu'on a là. Ce qu'on rajoute là, c'est le fait, il y a différentes choses, on a effectivement une compétition entre les proies et les prédateurs localement, mais puisqu'on est dans un monde 2D, on a pris en compte le fait aussi que puisse y avoir un petit peu de diffusion. Donc l'information va s'en aller, ça modélise le fait que si vous ne vous êtes pas intéressé à quelque chose, ça commence à s'évanouir, et puis ça va peut-être un petit peu contaminer les zones annexes, ou si vous n'étiez pas intéressé par la chose qui était intéressante au départ, peut-être qu'à côté, ça va vous intéresser. On fait la même chose pour les prédateurs, qui évoluent de la même façon. Et donc, finalement, les maximums des prédateurs, là, représentent le maximum de la compétition et le nombre maximum de prédateurs, donc d'intérêt qu'on pourrait avoir. Donc on prend simplement le maximum à un instant T. On aurait pu mettre un réseau linéaire textual pour rechercher le maximum, on voulait aller vite. Donc on prend juste le maximum à un instant T pour dire que c'est ça qui est intéressant. Et rien qu'avec ça, on arrive à générer des parcours oculaires qui sont corrélés avec ce qu'on avait en entrée. Si on veut une carte... Excuse-moi, j'ai pas très bien compris les opérateurs pour passer de ressource à proie, c'est essentiellement la diffusion, là, c'est ça? Alors pour passer de ressource à proie, c'est... Je vais mettre les équations juste après. Mais... Ah d'accord, pardon, alors vas-y. Continue à ce moment-là, excuse-moi. Voilà, le dernier point que je voulais dire avant d'afficher les équations, c'est que si on veut revenir à une carte de science comme on avait avant, donc une carte qui nous donne la probabilité d'aller regarder des choses, on fait comme si on observait un observateur humain, on intègre avec une gaussienne les différents endroits où on est allé et on construit notre représentation statistique de ce qui se passe. Donc on n'a pas directement la carte d'attention, on la reconstruit comme si on avait un observateur humain. Donc concernant les équations, les voici, les voilà. C'est un peu barbare, mais ce qu'on a là, c'est juste comment on pondère l'importance de l'environnement. Donc finalement, on a une gaussienne qui est plus ou moins pondérée par un facteur d'importance. Ça, c'est R, c'est du random, donc c'est notre bruit
l'autre côté aléatoire. Et ça, c'est réellement la tâche à donner, la science. Et donc, on peut pondérer tout ça avec des caractéristiques en disant, voilà, l'environnement est plus ou moins important. Ce que tu voulais savoir, c'était plutôt comment tout ça évolue. Donc ça se passe par là. On réutilise donc nos équations proie prédateur d'avant. Donc ça, c'est la quantité de proie. Donc elle va évoluer en fonction de ce H, qui est ceci, qui est proportionnel à la fois à nos données d'origine et à notre environnement. Donc on a une croissance des proies qui est directement liée à l'environnement et à l'information qui est présente dans l'image qu'on a analysée. On a aussi de la diffusion qui est liée à l'environnement et à ce qu'il y a sur les proies. On a la mortalité naturelle des proies. Au bout d'un moment, si on n'est pas allé regarder quelque chose, c'est plus intéressant. Et on a la prédation, qui est liée à la fois à la quantité de proies et à la quantité de prédateurs. Localement, on se fait manger d'une certaine façon. Et on fait ça pour les différents cas. Et là, il y a un petit peu de non-linéarité pour booster un petit peu le système, mais même si on ne l'avait pas, c'est pas forcément très important. Pour les prédateurs, c'est un peu... C'est en chaque point et pour chacun des trois types. C'est en chaque point et pour chacun des trois. On répète exactement la même chose, c'est comme un automate cellulaire, sauf qu'on est en discret, en chose de continu, et on essaie de voir ce qui se passe. Et il y a pas mal de choses qui se passent à cause de la diffusion aussi, effectivement, et du bruit. Et pour les prédateurs, on fait la même chose, effectivement. Ça, c'est la partie prédation. Donc là, c'est la natalité des prédateurs. Là, on a la diffusion. Et là, on a la mortalité naturelle des prédateurs. Donc c'est le même type d'équation qu'on avait de base pour le prédateur pas dans l'espace, sauf qu'on a un petit peu de diffusion et qu'on calcule ça pour chacune des cases de notre matrice. Et là, donc, il y a un prédateur qui mange les trois proies. Il n'y a qu'un seul type de prédateur, mais il y en a plein. C'est comme si, cette carte-là, c'est comme si on représentait notre environnement. On a un grand champ, où il y a des prédateurs qui peuvent se promener, et on a, je ne sais pas, voilà, des lapins, des hamsters et des vaches. Et notre prédateur, il mange indifféremment en fonction de ce qu'il trouve, des hamsters, des lapins, des vaches. Peu importe. Et les prédateurs, ils ne consomment pas plus au niveau du point de focalisation. Ils consomment partout. Non. Tu n'utilises pas le point de focalisation pour les alimenter. Non, le point de focalisation, c'est juste là où il y a le plus de prédateurs. Et donc ça change sans... Ça change parce que les prédateurs, forcément, une fois qu'ils ont mangé toutes les proies, il n'y a plus personne. Donc il y aura moins de prédateurs, ils vont aller voir autre part ou ils vont mourir, et ça va se générer autre part. Ce qu'on voit là, c'est qu'au final, le mécanisme d'inhibition de retour qu'on devait rajouter artificiellement tout à l'heure dans les autres modèles pour faire en sorte qu'on ne revienne pas sur les mêmes endroits, il gère tout seul parce que puisqu'on a mangé la ressource, elle n'est plus là, elle va remonter un petit peu plus tard, mais elle va remonter doucement, puis entre-temps, il y aura d'autres choses qui seront venues. Mais peut-être qu'on va y retourner, de toute façon, c'est possible qu'on retourne sur une zone qu'on a déjà vue, mais pas tout de suite. Donc ça gère cette inhibition tout seul. Un des avantages, c'est que si on veut rajouter du mouvement, par exemple, on rajoute une nouvelle carte, on garde les mêmes équations, c'est juste qu'on les applique à une nouvelle carte, les prédateurs mangent un petit peu plus de monde, et il se passe exactement la même chose. Donc là, la carte, c'est juste une carte, on fait les différents centres-frames, et on a du centre-périphérie sur les différents centres-frames. Pour aller très vite, il n'y a pas de flow optique, il n'y a rien du tout, c'est juste la réaction sur la différence par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais ça permet quand même de prendre en compte ce qui se passe à différents endroits, et on peut comme ça étendre le modèle sans trop de soucis. Ce qu'on voulait au départ, malgré tout, c'était quelque chose qui puisse s'adapter aussi en fonction du système de reconnaissance qu'on est derrière. On n'avait pas pour but de le construire, mais on se disait que si ça devait être connecté à un système de reconnaissance, il puisse avoir une influence sur le comportement en temps réel, parce que c'est ça qui est rigolo. Donc si on veut faire ça, il y a différentes façons de le faire. Soit on met des poids globaux, on rajoute un petit terme à l'équation qui gère les proies, en lui disant, voilà, je te mets des poids, enfin, je te mets un poids qui fait que telle ou telle chose est plus importante. Ça c'est juste pour pouvoir dire, si tout est également important, je vais avoir ce type de comportement. Si je change un peu les curseurs, je vais bouger un petit peu, ça me paraît bizarre. Normalement, il n'y en a qu'un seul qui bouge. Si on change un peu les curseurs, qu'on met que l'intensité et pas la couleur, par exemple l'orientation, on va avoir un autre comportement, une autre carte d'attention. Mais c'est complètement global. On peut peut-être vouloir aussi être un petit peu plus spécifique et dire à tel endroit, ça m'intéresse un petit peu plus, parce que je suis en train d'analyser cette partie-là, où il y a tel autre truc qui est
qui me semble intéressant, il faudrait peut-être y aller. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir mettre des poids locaux. C'est-à-dire, pour la couleur, c'est très important à droite, mais à gauche, ça n'a pas d'intérêt. Donc on réutilise la même carte, mais cette fois-ci on met des poids différents. Et on peut changer complètement la façon dont on va avoir un comportement. Là, on s'intéresse plus qu'au perroquet de droite et plus au perroquet de gauche. Bon, c'est assez basique, mais ça peut permettre de piloter les choses. Ce qui est le plus rigolo, c'est si on arrive à reboucler, rajouter du feedback. Parce que finalement, c'est comme ça que ça se passe dans le cerveau. On a des boucles de rétroaction un petit peu partout. Là, le but du jeu est de se dire, j'ai fait tout ça, j'arrive là, j'ai regardé là, est-ce que je ne peux pas utiliser le fait que je suis là et que je suis allé à d'autres endroits auparavant pour m'en rappeler et en fonction de ce que je veux faire, changer le comportement que je vais avoir ici. Typiquement, on se calcule une carte des zones qui ont déjà été visitées, donc avec une espèce de distribution qui ressemble à ce qu'on a sur une rétine, donc en partant du principe qu'on va dire qu'on a acquis beaucoup d'informations au centre, et puis que plus on s'éloigne, moins on a d'informations. Donc ça, ce serait une représentation spatio-temporelle de la quantité d'informations qu'on a acquises un petit peu partout. Et donc, au fur et à mesure que tout ça évolue, on va oublier, on rajoute un petit peu un facteur d'oubli, on va oublier une partie des informations qu'on a vues. Et ça va faire en sorte qu'on puisse réinjecter cette carte-là là-dedans et lui dire, on peut avoir deux types de comportements. Soit je favorise les endroits où je suis déjà allé. Typiquement, j'ai détecté une cible, je dois faire une poursuite. Il n'y a aucun intérêt d'aller regarder ailleurs. Cette fois-ci, je sais que je suis concentré. C'est un peu de l'attention top-down cette fois-ci. J'ai un but, suivre la proie. Je dis, t'inquiète pas de tout ce qui se passe autour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où tu étais avant. Je ne veux pas lâcher ma cible. On peut augmenter ça. En gardant toujours la possibilité, s'il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive de notre part, de décaler quand même. Parce qu'on nous donne juste un petit peu d'influence, mais on ne va pas annuler tout le reste. A contrario, si on baisse tout ça, on est dans une scène complètement neutre, on n'a pas d'information, on veut juste acquérir de l'information sur la scène, on veut l'explorer plus rapidement. On peut peut-être dire, les endroits que j'ai déjà visités, c'est pas la peine, montre-moi des trucs nouveaux. Donc on change le comportement pour aller voir des trucs nouveaux, mais toujours en prenant en compte les informations qu'on avait sur l'orientation, la couleur, l'intensité, des choses qui sont importantes là-dessus. Donc pour donner un petit exemple, est-ce que ça tourne? Ouais. Là, vous avez trois réglages différents. Un avec le feedback complètement négatif, donc qui a tendance à dire explore-moi un petit peu partout, je veux juste acquérir le plus rapidement l'information. Donc on voit bien que le focus d'attention est très dispersé et change très rapidement. Ça, c'est le comportement neutre. On explore sans prendre en compte le fait qu'on ait déjà visité des zones ou pas, juste drivé par les informations de base. Et le troisième, on est sur un comportement qui dit reste focalisé sur ce sur quoi tu étais en train de regarder avant. Alors au bout d'un moment, ça devient quand même pas intéressant parce que comme les prédateurs consomment les proies, au bout d'un moment, il n'y a plus d'intérêt quand même. Donc on va aller voir autre part. Mais ça oblige à rester sur la zone. Si elle est en train de se déplacer, c'est différent parce qu'on va avoir de nouvelles informations qui vont rentrer dans le système et dans ce cas-là, on va pouvoir y rester. Je pourrais peut-être vous faire une démo en réel tout à l'heure avec une vidéo pour voir qu'on peut suivre une boule avec ce genre de choses sans trop de soucis et sans a priori. Donc voilà pour ça. Sur l'évaluation des modèles, comme ça fait déjà une heure que je parle, je passerai assez rapidement. Juste pour expliquer à la rigueur qu'on a différentes façons d'évaluer ces modèles. Ce qui se fait le plus souvent, c'est d'évaluer la plausibilité du modèle par rapport à la réalité. On fait des expériences au kilométrique, on prend des bases dans lesquelles les expériences ont été faites et on essaye de voir quelle est la corrélation entre ce que nous on génère et ce qu'on obtient. Souvent ça se fait juste sur les cartes de manière statique, parce que c'est à peu près le seul truc qu'on sait faire. Quand il y a de la dynamique et que ça bouge, on compare toujours des cartes. On a du mal à comparer les dynamiques, parce que c'est des steps de points qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui évoluent de manière différente. D'où, comme on avait un système dynamique, on a aussi étudié ces différentes caractéristiques, sa stabilité, plein de paramètres. Si je change des paramètres, est-ce que ça part complètement en cacahuète ou pas? Est-ce que c'est reproductible ou pas? On a rajouté du bruit. Est-ce que, dans quelle mesure c'est reproductible par rapport au bruit? Comment est-ce qu'on peut explorer l'espace? À quelle vitesse? Ça peut être utilisé si on branche à un système de vision par ordinateur et qu'on veut en faire quelque chose derrière.
et quelle est la dynamique, à quelle vitesse ça va, est-ce que c'est cohérent avec les fixations humaines, etc. Mais le premier point, c'est tout de même une vraie difficulté, non, de valider par rapport aux données humaines, parce que... C'est un réel problème parce que les seules choses qu'on sait faire jusqu'à présent, c'est faire ça. On présente des images, on observe le parcours oculaire, on calcule une carte statistique de ce qui s'est passé pendant toute la visualisation. La première difficulté, c'est que on a les deux yeux, on regarde à un seul moment à la fois. Sur un seul observateur, on va avoir un certain nombre de points, mais on n'en a pas tant que ça. Si on veut en avoir beaucoup, et qu'on a un truc statistique intéressant, il faut regarder pendant longtemps. Le problème, c'est que ce que je présentais tout au début, il y a deux types d'attention, l'attention bottom-up, guidée par les données, ce qu'on modélise les 3 quarts du temps, et l'attention top-down, guidée par votre connaissance, par vos buts, par tout ce que vous voulez, qui elle arrive un petit peu après, qui est plus lente, mais qui a une influence quand même importante aussi. Si on fait des expériences sur une dizaine de secondes, ce qu'on fait habituellement pour avoir suffisamment de données, l'attention bottom-up, elle est prépondérante pendant les 500 premières millisecondes. Après, c'est le top-down qui intervient. Donc la carte qu'on obtient, elle représente quelque chose qui est un mix entre l'attention bottom-up et top-down. Pour évaluer un modèle purement d'attention bottom-up, ça pose des problèmes. Mais si on prend que les premières 500 millisecondes, tout ce qu'on obtient, c'est du biais centré quasiment. Parce que ça va trop vite et qu'on n'a pas suffisamment de choses. Alors même si on prend beaucoup d'observateurs, ça ne change pas grand-chose. Donc on est obligé de faire des observations sur une longue durée, mais ce qu'on vérifie et ce qu'on observe, c'est pas vraiment ce qu'on a modélisé. Donc ça pose un problème, effectivement. Mais c'est le seul truc qu'on sait faire. Ce qui fait qu'effectivement, si on compare différents algorithmes, voilà ce qu'on a eu par eye tracking, voilà des modèles très naïfs, la science est constante, la science est toute gaussienne, et différents types de modèles. Le modèle de Laurent Hickey sur lequel on s'est basé, alors qui est très très sélectif, qui sélectionne que des petites zones, donc c'est pas très fair-play quand on le compare à d'autres, parce que comme les zones ne sont pas très étalées, quand on fait des corrélations ou des comparaisons de distribution, il est pénalisé parce que les choses ne sont pas très distribuées. Donc souvent, ce qu'il a fait pour que ce ne soit pas trop pénalisant, on rajoute une gaussienne par-dessus pour étaler un petit peu les choses. Ça ressemble un petit peu plus à ce qui se passe ailleurs. Puis après, il y a d'autres modèles de la littérature du commerce, et dont certaines parties qui sont des parties de notre modèle ici. Alors la partie purement hiérarchique, c'est-à-dire sans le système propre prédateur, la partie avec le système propre prédateur et inheritine, et un truc assez rigolo qui est que si je m'amuse à modifier des paramètres pour obtenir le meilleur score de corrélation avec ça, c'est ce genre de choses que j'obtiens. C'est une gaussienne, grosso modo, un peu déformée. Et ça se retrouve dans les chiffres. Je passe très vite sur tous les... Oui, il est disparu. Et là, la corrélation, tu l'as fait avec une moyenne sur plusieurs utilisateurs? Ouais, plusieurs utilisateurs, tu construis une carte et tu fais la corrélation avec cette carte. Bon, toutes les cartes... Mais ce qui est obtenu ressemble beaucoup à une gaussienne aussi, quand tu fais ça sur plusieurs utilisateurs. Bah, à cause du biais centré en partie. Et ça se voit parce que là c'est une divergence de Kullback-Leibler, donc plus c'est haut, moins c'est bon, parce que c'est de la divergence, donc plus on a des petits scores et mieux c'est. Ça c'est la gaussienne. Alors, si on veut être mauvaise langue, on peut se dire que c'est pas la peine de faire de la modélisation d'attention visuelle, prenez une gaussienne. En moyenne, sur différentes images, effectivement, c'est une... On avait parlé des images avec des bords. Ouais, c'est autre chose. Ouais. Et puis si tu as vraiment quelque chose d'important dans le coin, effectivement, ta gaussienne, elle ne te le dira jamais, alors qu'un autre modèle va te le dire. Mais ça veut dire que, bah, effectivement, c'est un petit peu perturbant, parce que quand on fait les évaluations, bah, si on prend une simple gaussienne, c'est pas bon. Donc il y a des méthodologies un peu plus récentes là, qui consistent à essayer d'enlever cette influence-là. Donc on prend des fixations venues d'observateurs, mais sur des images qui ne sont pas les images qui sont analysées, et on les insère, on les retranche de notre carte. Ce qui fait qu'on enlève le biais gaussien des cartes qu'on a. Et ça permet de vraiment évaluer la contribution non gaussienne dans le modèle d'attention. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça voudrait quand même dire que, parce que tu disais le biais gaussien, il est issu du repos, du fait qu'on focalise au départ au centre, là c'est pire que ça veut dire que tu reviens au centre continuellement
même si c'est pas là que, d'un point de vue traiteur d'image, tu as la zone d'intérêt. Mais il y a une grande feinte qui est aussi que les images que tu présentes, c'est des photos. Donc c'est au centre. Ouais, tu fais pas de photos avec... Enfin, on pourrait essayer, ça peut être rigolo, de prendre des photos complètement de manière aléatoire et de voir ce que ça donne. Ou des photos avec beaucoup d'informations partout. Ou avec des informations partout. Et voir si, pour le coup, la gaussienne, elle n'est pas... Alors, tu en auras toujours, parce que effectivement, déjà dès le départ, tu commences au milieu, donc tout le début est biaisé. Alors effectivement, au fur et à mesure que tu t'éloignes des premières secondes, il y a moins de biais gaussien. Ouais, je pense pas, au final, tu disais que je ne parlerai pas 2 heures, ça fait déjà 1h15, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler des trucs en 3D. Et quand on fait des études sur la 3D pour le biais de profondeur, qui est le pendant 3D du biais gaussien, on voit ce phénomène-là, c'est-à-dire que sur les premières focalisations, on a un biais de profondeur très important, et après, ça disparaît. Au bout d'une seconde, tu n'as plus du tout ce biais-là. Il y a le même phénomène pour le biais gaussien. Donc ça, c'est des évaluations où on voit qu'au final, notre modèle ne s'en sort pas plus mal que les autres, avec l'avantage qu'il soit paramétrable, qu'on ait pas mal de choses à pouvoir changer. On avait fait aussi des études un petit peu différentes, subjectives cette fois-ci, sur différentes classes d'images, pour voir ce que ça pouvait changer, en choisissant différentes bases. En testant cette fois-ci notre modèle, le modèle d'IFTI, un modèle complètement aléatoire, et un modèle aléatoire avec biais centré, justement. Mais là, on avait fait ça de manière complètement différente, en se disant de toute façon, comme il y a un biais sur les expériences kilométriques, autant pas en faire un truc simple, demander aux gens si les cartes correspondent à ce qu'ils trouvent d'intéressant ou pas dans l'image. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus haut niveau, on n'est plus vraiment sur de la science, on est sur quelle modélisation de l'intérêt finalement, est-ce qu'on peut utiliser notre modèle pour représenter l'intérêt que trouvent les gens. Donc on les avait fait voter, et voilà ce que ça donne. Globalement, le modèle aléatoire avec biais centré n'est pas si mal placé que ça, mais c'est très variable, et donc certaines améliorations, 2 améliorations aident un petit peu à faire fonctionner les modèles un peu mieux. Mais en fonction des types d'images, si je fais des portraits justement où le sujet est super centré, le biais gaussien, c'est le truc le plus efficace. Alors avec le bémol des intervalles de confiance qui sont quand même assez grands. Mais à contrario, sur des fleurs où justement c'est pas forcément centré parce qu'on met les choses sur les côtés, le biais gaussien est moins important. C'est vraiment très dépendant aussi des images qu'on a dans notre base. C'était la conclusion de la chose. Donc on a aussi étudié l'influence d'un certain nombre de paramètres du modèle sur la plausibilité, la reproductibilité, l'exploration, pour qu'on connaisse effectivement, quand on change les boutons, parce que comme il y a pas mal de paramètres dans le modèle, quelle est l'influence de chacun des choses qu'on change. Ça permet de vraiment connaître, en fonction de ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on doit changer. Notamment le bruit, voilà, si on joue sur le bruit, on va avoir des choses assez différentes. S'il n'y a pas du tout de bruit, on se focalise sur très peu de zones qui nous paraissent les plus contrastées et les plus importantes. Au fur et à mesure que l'on rajoute du bruit, on va aller voir des choses un peu différentes, qui sont toujours des zones saillantes, jusqu'au moment où effectivement il n'y a plus du tout d'influence des données. Mais ça reste assez reproductible jusqu'à des niveaux de bruit qui sont relativement importants. Ce qui est assez rigolo, ça montre aussi que les systèmes dynamiques, s'il y a du bruit, c'est pas ça qui perturbe tant que ça. C'est rassurant pour notre cerveau, qui peut être un peu modélisé à très haut niveau comme un système dynamique. On peut rajouter du bruit, ça aide pour la variabilité, pour tout ça, mais c'est pas ça qui perturbe dans les choses. Là, je vais vous montrer quelques exemples vite fait de ce qu'on a fait avec le modèle, sachant qu'à chaque fois, il n'y avait pas d'apprentissage, tout ce qu'on voulait, c'était exploiter le modèle pour faire un certain nombre de choses. La première, c'est qu'on a... quand on faisait les tests, on avait des images, différentes images, et on s'est rendu compte qu'il y avait des images plus ou moins complexes. Typiquement, quand on regardait les cartes d'attention qu'on avait sur certaines images, on a certaines qui sont vraiment très claires, un truc qui attire le regard et pas 50 000, et puis on en a d'autres qui sont beaucoup plus diffusées. Donc on se disait, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre la complexité de ces cartes-là et la complexité des images d'un point de vue perceptif? Voilà, donc on peut faire 2 groupes et voir un petit peu comment ça se passe. Donc on a calculé 2 mesures, une qui est basée sur... en fait, on prend les points de focalisation, on en fait une suite, une série, et on essaye de la compresser. S'il y a pas mal de redondance et qu'on revient sur les choses, que le parcours est assez simple, on va bien réussir à la compresser. Donc c'est une estimation de la complexité
temporelle de notre parcours, la complexité spatiale de notre parcours. Et si on fait la même chose sur la longueur des saccades, donc la distance qu'il y a entre chaque changement de point, on fait la même chose, mais sur la complexité temporelle. Et en prenant ces deux mesures et en combinant, on arrive à se retrouver avec une mesure qui nous classe tout ça comme des trucs simples, et tout ça comme des trucs complexes. Alors en fonction des cartes de science, on voit bien pourquoi. D'un point de vue perceptif, ça se comprend ou ça se comprend pas toujours. Là, c'est facile parce qu'effectivement, le vélo est le seul truc, il n'y a pas de grande complexité. Ici, les scènes, finalement, ne comprennent pas de choses très marquantes qui attirent l'œil, donc forcément, l'analyse de la scène est plus complexe. Donc d'un point de vue expérimental, ça se comprend. Et pour valider tout ça, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mesuré le temps d'observation des personnes regardant ces images-là. Et effectivement, il y a une corrélation entre notre estimation de la complexité et le temps que les personnes mettent à regarder ces images. On avait demandé aux personnes, regardez ces images, quand vous avez tout compris de l'image, passez à la suivante. Donc c'était juste une estimation très archaïque de la corrélation entre le temps de regard, enfin le temps d'observation d'une image et sa complexité. Dans le protocole, c'est juste vous regardez l'image, il n'y a pas d'autres informations. Il n'y a pas de... On avait dit vous regardez l'image, vous devriez être capable de nous expliquer ce qu'il y avait dedans après. Quoi. Essayer d'acquérir le contenu de l'image. On a fait d'autres applications sur du recadrage d'image. Il y avait déjà des applications qui existaient, mais là, qui marchaient sur les images et de manière statique. Ce qu'on voulait faire, c'était un système qui fasse la même chose, mais de manière dynamique. Donc je saute le principe de construction de tout ça. Mais au final, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la propriété du modèle attentionnel de faire en sorte qu'on puisse avoir une grosse focalisation sur des zones précises et une exploration totale en fonction du paramétrage. Et on fait varier le paramétrage pour présenter une version découverte d'une image en montrant au départ des zones qui paraissent très importantes et à la fin une vue plus globale. Donc ça permet c'est des vignettes un peu plus dynamiques qui vous permettent d'avoir pas qu'une seule partie de l'image, mais la globalité de l'image visible en fonction. Donc là, il n'y a pas de connaissance a priori, c'est juste en fonction de ce qu'on a vu. Donc ça c'est la même chose, mais c'est les mesures qui vont avec pour montrer que ça marche. On peut faire la même chose avec des vidéos. Là, il n'y a pas de mesure d'efficacité, mais voilà, si on prend du tennis, le système recadre lui-même en fonction de ce qui lui paraît important. Alors il y a une petite inertie qui fait qu'il n'est pas toujours à l'heure, mais au final il se rappelle bien de ce qui se passe. D'un autre côté, la caméra ne bouge pas, enfin c'est des scènes simples, mais même quand ça bouge, voilà on a des serveurs, ça se passe plutôt pas mal. Donc ça c'est ce qu'on a vu. On peut faire aussi de la segmentation d'images. On parlait que l'attention pouvait être spatialisée ou objet. Là, le modèle est clairement spatial. Si on veut revenir sur un modèle objet, il va falloir trouver une métrique. Donc, ce qu'on avait trouvé, nous, c'était de grouper tous les points de focalisation, faire du clustering, de manière complètement, j'allais dire non supervisée, de manière un peu supervisée, puisqu'on donne les centres des clusters qui sont nos maximums locaux de nos cartes de science. Et on regroupe tous les points et on calcule les boîtes englobantes de tous ces points-là. Ce qui fait qu'on peut se retrouver sur une image avec différentes vignettes, justement, qui vont nous donner les zones qui sont les plus intéressantes pour le système attentionnel. Derrière, on peut typiquement connecter un système de reconnaissance d'objets, c'est des patchs à analyser, et il pourrait peut-être faire quelque chose de ces patchs. Je vous montrerai une petite vidéo sur la... Ça, on va passer, voilà, c'est les points qu'on peut remettre en cluster. On peut utiliser ça aussi pour segmenter des images, calculer des vignettes en fonction du temps et faire en sorte de voir comment ça évolue. Là, on s'amusait à essayer de trouver quels étaient les panneaux de signalisation, sans dire qu'on voulait retrouver les panneaux de signalisation. Mais en fait, comme les panneaux de signalisation sont des choses qui sont conçues pour attirer le regard, ça devrait marcher tout seul automatiquement. Donc en fonction du temps, dans les... alors c'est parmi les... Je sais pas. Voilà, c'est parmi les 3 premiers, je pense. Donc parmi les 3 premières vignettes qu'on obtient, est-ce qu'il y a un panneau de signalisation? Typiquement, si on voulait avoir un pré-traitement d'un
un algorithme de reconnaissance, est-ce que si je mets ce système attentionnel, est-ce qu'il aide ou pas? Et donc, très rapidement, après un certain nombre d'itérations, à partir de 50 itérations, on fait des prédictions qui sont intéressantes et qui permettent d'avoir des panneaux de signalisation quasiment dans toutes les vignettes ou des choses intéressantes qui sont ce genre de choses-là. Alors, par contre, le panneau, si on est ici. Et ces chiffres-là correspondent à l'importance d'un point de vue attentionnel que le système. Donc ça peut être un bon pré-traitement pour essayer de détecter des choses. Alors, la vidéo qu'on a mis là, c'était juste un exemple de ce qu'on aurait pu faire sur de la vidéo si on connecte justement un système de vision derrière. Là, c'est juste le système attentionnel qui, en temps réel, va essayer de donner des petits carrés pour dire ça, ce serait intéressant à analyser. Alors là, par exemple, il y a un clignotant. De temps en temps, au début, que ça a clignoté, il nous a dit qu'il faudrait peut-être aller voir ça. Quand on voit des panneaux qui sont colorés, il nous dit que ça pourrait être intéressant d'aller regarder. Donc ça peut être juste une aide pour essayer de guider ce qui se passe et de détecter les choses qui arrivent, qui attireraient nous notre attention en tant que conducteur. Donc voilà pour ce que j'avais fait en thèse et pour ce modèle-là. Si on a un petit peu de temps après ou à la pause, on va faire des démos temps réel pour ceux qui s'intéressent. Mais si vous voulez quelques infos sur une autre façon de modéliser l'attention, là finalement ce qu'on avait fait à cette époque, c'était de partir d'un postulat et puis d'avoir une certaine démarche et de se dire on va modéliser l'attention comme ça, et c'est certaines propriétés qui nous intéressent, et on vérifiera à la fin que notre intuition était bonne et que le système fonctionne bien. Là depuis que je suis à Nantes, ça fonctionne différemment puisque c'est un laboratoire plus expérimental, donc on fait les choses dans l'autre sens, on fait d'abord les expérimentations, on regarde ce qui se passe, on voit les phénomènes et on essaye de faire des modèles qui correspondent aux phénomènes. C'est un tout petit peu différent et on essaye d'utiliser les données qu'on a eues pendant l'expérimentation pour améliorer les modèles. C'est une autre démarche qui mène peut-être à des modèles un peu différents, peut-être moins originaux si on essaie de le coller à la réalité, mais qui sont importants. Alors je ne sais pas si c'est la peine de faire un petit point sur la 3D, la stéréoscopie. J'avais prévu ça pour vous sensibiliser au fait que c'est toujours un peu compliqué de faire des expériences en 3D, notamment à cause de l'affichage, mais ça dépend si vous êtes à peu près au courant de comment ça se passe et de quels sont les problèmes sur la 3D. On peut sauter si vous voulez. Je ne sais pas. Donc je passe très vite fait là-dessus. Donc la 3D peut être perçue avec des informations monoculaires. C'est pour ça que quand vous voyez la télé, finalement ça ne vous perturbe pas tant que ça, parce que vous avez plein d'indices qui vous font comprendre la 3D. Voilà, les perspectives, le fait que vous connaissez la taille normale des objets, un écureuil ça ne peut pas être comme ça, c'est possible. Si vous avez un arbre devant un bâtiment, si vous avez un arbre qui cache un bâtiment, c'est bien qu'il est devant, a priori. Vous avez plein d'informations qui font que vous comprenez l'agencement 3D d'une scène. Voilà, vous en avez d'autres sur les changements de gradient, effectivement, il y a des choses qui changent. Si vous avez du mouvement, ce qui est derrière va se déplacer plus lentement que ce qui est devant. Si vous avez des scènes naturelles, ce qui est au fond va être dans la brume un petit peu, il va y avoir des effets atmosphériques, donc vous pourrez vous rendre compte de tout ça. Donc même en fermant un œil, vous avez une bonne idée de ce qu'est la représentation 3D d'une scène. Il y a aussi des informations binoculaires, dès qu'on a deux yeux. Donc là, il y a un certain nombre de choses, notamment l'accommodation et l'avergence. Donc le fait que vous allez changer l'avergence, donc vous allez changer l'angle de vos yeux pour pouvoir focaliser sur un objet, donc votre cerveau il a cette information-là pour savoir à quelle distance est l'objet, et vous allez étirer plus ou moins votre système optique pour pouvoir faire le point, c'est une autre information. Donc quand on veut afficher de la 3D, on se base sur ce principe-là. On va faire en sorte d'afficher de la disparité, de la différence entre l'œil gauche et l'œil droit sur un écran, pour faire en sorte que notre cerveau croit que cet objet est là-bas. Alors la petite feinte quand même, c'est que vous faites le point sur cet écran-là. Donc on n'est pas dans une configuration naturelle où théoriquement le point serait fait ici. C'est un des petits problèmes qu'on peut avoir. Donc là il y a différentes technologies. Il y a l'anagriffe comme on a vu hier avec les cachalots, mais il peut y avoir des lunettes actives, passives, des lunettes qui se montent, des écrans autostéréoscopiques comme la Nintendo 3DS, c'est ce principe-là. Et il y a plein de problèmes technologiques qui se posent quand on affiche de la 3D. La capture ne pose pas trop de problème, mais l'affichage est un petit peu ennuyeux. Si on montre un objet trop près, on va se retrouver avec de la divergence entre nos images qui va être très importante.
notre cerveau ne va pas réussir à faire le lien. Et donc on va se retrouver avec plus une vision 3D, mais des trucs complètement... si vous louchez sur votre nez, c'est ce qui arrive, vous avez deux images qui se superposent. Ça peut arriver. Ça, c'est le truc qui fait vomir quand vous allez au cinéma. Le problème de conflit entre accommodation et émergence. C'est le principe même de l'affichage 2D, enfin 3D, on ne peut pas y faire grand-chose. Vous affichez sur un plan sur lequel vous focalisez des données. Mais par contre, l'information 3D, elle vous dit que les objets sont derrière. Donc votre cerveau, lui, en fonction de la profondeur qu'on vous fait ressentir, en fonction donc du réglage que vous avez sur cet effet 3D, si l'effet 3D est trop prononcé, votre cerveau va vraiment plus rien comprendre parce qu'il a une information qui lui dit « ça c'est vachement loin », et quand il fait le point, il a une autre information qui lui dit « mais au final, c'est pas si loin que ça ». Et donc c'est ça qui donne des effets où on a mal à la tête, on est malade, ce genre de choses. Donc souvent, il faut retravailler les images ou savoir sur quel écran on fait l'affichage pour réduire cette profondeur-là et rester dans un intervalle qui soit un intervalle de confort qui ne rend pas malade. Le problème, c'est que c'est pas aussi facile que ça, donc on en reparlera juste après. Le cross-talk, c'est le principe quand on a des lunettes qui s'éteignent, qui se rallument, que on perçoit une partie de l'œil gauche avec l'œil droit parce que tout n'est pas toujours bien synchronisé et qu'il y a des temps de latence. Ça perturbe aussi. Il y a des choses un petit peu à la marge. Si vous avez un objet qui est coupé à cet endroit-là, votre perception de la chose est inversée souvent et vous avez l'impression qu'il est devant à la place d'être derrière, ce genre de choses. De la même façon, si les deux images gauche-droite ne sont pas bien alignées, ce qui ne peut pas arriver avec vos yeux, c'est très bizarre aussi. Pareil, si vous n'avez pas la même luminosité entre la gauche et la droite, ça ne marche pas très bien non plus, ça vous perturbe, ça vous fait une espèce de voile, c'est très perturbant. Et il y a un truc qui n'existe pas quand on voit des images en 2D. Quand on voit des images en 2D, tout est sur le même plan, la résolution de tout ce que vous voyez est la même. Quand on fait de la 3D, le problème, c'est qu'en fonction de la profondeur simulée à cause de l'espace que vous aurez sur les différentes vues que vous allez voir là, votre résolution en profondeur, la taille de vos voxels en profondeur, donc en largeur ça va encore, ça n'arrive pas trop, mais en profondeur, elle va être complètement dépendante de la distance à laquelle vous êtes. Donc les objets qui sont loin vont avoir une résolution en profondeur complètement pourrie. Ça peut poser des problèmes. L'autre truc qui pose des problèmes que je n'ai pas présenté ici, c'est que comme la disparité qu'il y a entre les deux yeux est représentée en pixels, quand vous faites votre film, en fonction de l'écran que vous allez utiliser pour faire l'affichage, le rendu en profondeur va être complètement différent. Si vous faites ça sur un tout petit écran, vous allez avoir un petit peu de profondeur. Si vous faites ça sur un écran de cinéma qui fait 15 mètres et que vous êtes à 8 mètres, l'effet de profondeur il va être vachement plus important. Et donc la zone de confort que vous avez et ce qui vous fait vomir ou pas vomir, ne va pas être la même chose sur un écran qu'au cinéma. Donc théoriquement, quand vous filmez en 3D, il faudrait retravailler votre film 3D et la distance qu'il y a entre chacun des objets en fonction de l'écran sur lequel vous le présentez, pour avoir quelque chose qui est toujours confortable. Tout ça pour dire que quand on fait des expériences visuelles avec de la 3D, il faut garder tout ça en mémoire pour ne pas avoir des effets induits ou des choses un petit peu bizarres, mais juste à la mauvaise maîtrise de la technologie 3D et du fait qu'on peut avoir plein de biais là-dessus. L'autre truc, c'est qu'on attend des modèles d'attention visuelle pour la 3D parce que il y a pas mal de choses qui seraient intéressantes, notamment ça, qui fait que quand vous regardez du contenu de vous, comme vous focalisez justement et que vous faites le point sur ce que vous êtes en train de regarder, le point et ce qui est net varie en fonction de là où vous regardez. Quand vous regardez un film au cinéma, où que vous regardiez, que ce soit profond ou pas profond, le point ne bouge pas. Et c'est super perturbant aussi. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de savoir en post-production qu'est-ce que les gens vont être plus susceptibles de regarder et rendre ces trucs-là nets, à la rigueur flouter un petit peu plus le reste pour pas que ce soit perturbant. Et que même si on n'a pas le bon point, ce ne soit pas perturbant. Donc il y a plein d'applications de modèles d'attention 3D dans ce cas spécifique-là. Donc c'est pour ça qu'on s'y est intéressé. Donc on a fait... Là donc ça c'est un travail que j'ai pris en route, moi, sur un doctorant qui était déjà en place quand je suis arrivé dans l'équipe, qui termine sa thèse. Je suis arrivé quand il était en cours de deuxième année. Et il a fait des expérimentations sur l'attention visuelle pour essayer de définir qu'est-ce que le bruit, le biais de profondeur.
Donc on parlait du biais centré tout à l'heure, il semblerait qu'il y ait la même chose, mais pour la profondeur. Mais les études qui avaient été faites jusqu'à présent étaient assez partagées. Il y en avait qui disaient qu'il y en avait, d'autres pas. C'était plus ou moins sur ce qui était le plus proche, mais on n'était pas sûr. Enfin, c'était pas très très clair. Donc, on a décidé de vérifier. Et on a fait donc, une expérience un petit peu particulière. Le but du jeu était de présenter des disques à des personnes sur un fond qui était du bruit, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse quand même placer ce bruit dans l'espace 3D. Il y a un peu de divergence entre les deux plans. Et les disques qui étaient affichés là avaient tous la même taille. On jouait juste sur l'écartement entre les deux vues pour faire en sorte qu'ils soient placés à différents plans focaux. Donc le but du jeu là, c'était vraiment de virer toute autre influence que l'influence 3D. La taille ne changeait pas, on a changé juste le nombre pour voir si l'influence du nombre était importante. Mais donc ça donnait plutôt un truc comme ça. Là, vous êtes sur une vue 3D, vous avez le plan d'écran. Et ça apparaît, vous avez des éléments qui étaient plus ou moins devant ou derrière le plan de l'écran, mais par contre avec toujours la même taille et avec un fond qui était là derrière. Donc j'avais des éléments derrière le fond. On a fait ce genre de choses, donc dans des conditions qu'il faut bien maîtriser, qui sont standardisées, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et les résultats qu'on obtient, alors ça c'est si on prend en compte toutes les fixations sur toute la durée de l'expérience, en fonction du nombre d'objets, mais ce qui ne change pas grand chose, et en fonction de la position relative des objets, donc l'objet le plus devant, l'objet un petit peu derrière, etc. On ne prend pas du tout en compte la distance, parce que ça varie en fonction des conditions d'expérience, donc en juste de la position relative. Et ce qu'on observait, c'est qu'effectivement en moyenne, on avait l'air de regarder plus les choses qui étaient devant. Donc l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est valable tout au long comme ça ou c'est un peu plus prononcé sur la première fixation. Donc, si on trace ce qui se passe cette fois-ci en prenant en compte que la première fixation de tous les observateurs, on se rend compte que c'est pareil. Ça, c'est ce qui se passe si on avait une représentation complètement égalitaire des objets par rapport au temps. Donc il semblerait qu'il y ait vraiment un biais centré et qui a l'air d'être plutôt plus prononcé sur le début. C'est ce qu'on voit là si on prend ça en 3D, alors c'est un peu plus compliqué. Là on a la profondeur des objets, là on a le temps. Donc durant la première seconde, effectivement, les objets qui sont devant sont vraiment prépondérants et il y a le plus de fixation oculaire dessus. Par contre après, ça a tendance à se lisser, il n'y a pas rien qui se passe. Donc c'est un petit peu... Donc ça c'est intéressant à savoir parce que si on construit des modèles d'attention 3D, on peut intégrer ce truc-là et on peut même savoir que ça devra être actif que pendant la première seconde parce qu'après on en aura plus. Donc de manière assez contradictoire, je vais vous montrer comment on a utilisé les résultats de ces expériences-là pour améliorer, pour rendre 3D des modèles 2D. Mais de manière assez contradictoire, on n'a pas pris en compte le biais de profondeur. Parce que ça a été fait avec des choses parallèles et ça n'a pas été encore intégré. Mais le principe est à peu près le même. Bref, en 10 minutes, ça va être le donne. Il y a assez peu de modèles d'attention visuelle 3D. Il y en a plein pour l'attention 2D. En 3D, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a trois approches possibles. L'approche la plus simple, c'est de se dire je prends un modèle 2D, je calcule juste la profondeur et je vais aller pondérer la salience de chacun de mes trucs 2D par la profondeur. Plus c'est près, plus c'est important. Plus c'est loin, moins c'est important. C'est simple, efficace, on ne se pose pas de questions. L'autre façon, c'est de calculer une carte de profondeur qui serait exactement prise en compte de la même façon qu'une carte de couleur, d'intensité ou autre chose qu'on rentre dans le modèle. C'est une autre façon de faire. Cette fois-ci, on va travailler sur des contrastes de profondeur, ce qui est peut-être plus intéressant parce qu'on est sur de la profondeur relative et pas de la profondeur absolue. Et la troisième, la plus fidèle au système visuel, c'est de construire un modèle stéréo réellement d'attention qui prenne en compte les deux voies et qui mélange tout ça correctement. Donc ça va être à peu près le nombre de modèles qui existent actuellement, une demi-douzaine, qui ont balayé à peu près tous les types d'approches. Donc DW c'est le depth weighting, donc c'est juste la pondération par la profondeur, sachant que
La colonne là est rigolote, c'est-à-dire que personne n'a validé son modèle sur des données parce qu'il n'y en avait pas. Tout le monde a fait des modèles, mais on ne sait pas ce que ça vaut en réalité. À part ici où ils ont comparé, mais avec des. Ici où ils ont comparé avec de l'annotation faite à la main de ce qui était plus ou moins profond ou plus ou moins intéressant, mais c'est pas tout à fait la même chose que faire des expériences de tracking. Donc ça, c'est ce qui est lié plutôt à la calcul d'une carte de science, de profondeur. Et ça, c'est le seul modèle qui est vraiment 3D stéréo de base, donc qui fonctionne comme ça. Donc nous, ce qu'on disait, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser les données qu'on a eues sur l'expérience précédente avec les cercles là, pour apprendre un petit peu comment utiliser les données de profondeur, les cartes de profondeur, pour influencer un modèle de données. Donc le principe était de se dire j'ai mon image 2D, je calcule une carte de science, que je vais combiner avec une carte plus liée à la 3D. C'était la deuxième solution qu'on avait tout à l'heure, la partie utiliser vraiment une carte de science de profondeur. Donc là on calcule une carte de profondeur, qui est calculée en fonction à la fois de la distance de l'observateur. Alors on voit bien qu'il rentre en compte ici la taille de l'écran et sa résolution. Donc ça veut dire que effectivement la perception de la profondeur est complètement dépendante de ce sur quoi on regarde. Ce qui est nouveau par rapport à la 2D où on n'avait pas ce problème-là. Donc on calcule tout ça. On calcule des caractéristiques qui sont assez classiques, qui sont des différences de gaussiennes, il n'y a rien de spécial là-dessus. Et on va essayer de mélanger ça. Alors, le doctorant a utilisé une approche bayésienne, mais assez tronquée, c'est-à-dire qu'on utilise ce principe-là juste pour pouvoir dire que la probabilité d'avoir une fixation sachant les caractéristiques de profondeur et la distance à l'observateur, c'est quasiment proportionnel à la probabilité d'avoir une fixation sachant juste les informations de profondeur et en prenant en compte le biais de profondeur. Mais comme on ne modélise pas le biais de profondeur, on garde que cette probabilité-là qu'il faut calculer, qu'il faut estimer. Et donc on estime cette probabilité-là en prenant les données qu'on avait avant, donc sur les expériences métriques, en calculant les caractéristiques sur chacune des cartes, et pour chaque valeur de carte d'intensité, on va aller regarder si c'est une fixation ou pas une fixation dans nos expériences oculométriques. Et on calcule une densité de probabilité comme ça. Et c'est cette densité de probabilité-là qui va nous guider après pour pondérer les choses. Donc c'est juste, voilà, de rajouter un petit peu, c'est même pas de l'apprentissage, c'est juste de la modélisation un petit peu plus fine de la façon dont est pris en compte par le système humain la profondeur, pour pouvoir intégrer ça dans notre système. Et après on fait une simple combinaison linéaire des deux. Donc pour faire ça, comme il n'y avait pas eu d'évaluation, on a construit une base d'évaluation. C'est un peu la spécialité de l'équipe aussi dans laquelle je suis, c'est de construire des bases pour faire de l'expérimentation avec les gens valides. Donc il y avait qu'un set de données, le set Middlebury qui existait, où on a des images 3D et leur vérité terrain. Alors ça c'est ce qui est le plus dur à générer, parce que soit il faut un LiDAR, ou il faut différents appareillages ou algorithmes pour pouvoir générer la vérité terrain de la profondeur, ce qui n'est pas toujours évident. Et avec une simple Kinect, ça ne marche pas, parce qu'on a des notions de profondeur maximum ou minimum qui ne sont pas forcément bonnes, et puis c'est pas aussi précis que ce qu'on voudrait, donc là il l'avait fait de manière différente. Nous on a filmé des scènes avec une caméra 3D, et on a extrait quelques images de ces scènes-là, filmées avec la caméra 3D, la caméra stéréoscopique. Et ces cartes-là ont été calculées avec un système de calcul de profondeur variationnelle, le même genre d'algorithme qu'on utilise pour faire du flow optique, du flow optique dense de manière variationnelle, mais là on rajoute la disparité qu'on peut avoir entre les images. C'est pas parfait, la preuve c'est qu'on avait au départ 10 clips, on en a enlevé 2 parce que les cartes qui avaient été générées sur ces clips-là n'étaient pas du tout réalistes et donc ça aurait faussé les données, mais ça permet d'avoir des données, un petit peu plus de données pour faire des comparaisons. Ça c'est pas très intéressant, c'est juste comment on a évalué les choses. Donc voilà visuellement ce que ça donne. Ça c'est les données d'eye tracking. Donc on prend les données des deux yeux, on les fusionne sur une seule image, on fait des densités de probabilité. Ça c'est ce que donne juste la carte de profondeur du modèle, celle qui a été apprise avec les données. Donc ça donne des choses où effectivement les gens qui
qui ressortent complètement du fond, sont visibles assez clairement aussi. Et ça, c'est des modèles purement 2D, qui prédisent plus ou moins bien les choses. Et la question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que l'utilisation seule de la 3D est intéressante dans ce cadre-là? On s'en fout des informations 2D. Est-ce qu'il faut combiner les deux? Dans quel cas c'est intéressant ou pas? Donc ça, c'est le résultat des tests de corrélation qu'on peut avoir. Alors, il y a différentes méthodes. Ça, c'est la corrélation. Ça, c'est de la différenciation Doppler. Et ça, c'est de l'air sous courbe Roch. On calcule la performance on varie les seuils. Et on calcule toute l'air qui est en dessous, de manière d'évaluer assez classique. Avec différents modèles, donc les modèles 2D et juste la carte de science, donc carte de profondeur seulement. En moyenne, on a tendance à se dire que peut-être que on peut utiliser que la carte de profondeur parce que ça a l'air d'être plus efficace que tout le reste. Alors ça se discute parce que donc ça c'est si on combine la 2D et la 3D en disant j'ai que 2D. Ça c'est une autre méthode précédente d'un des autres modèles qui combinait un petit peu 2D et 3D, et ça c'est une autre position de combinaison. Donc si on combine, on a l'air d'améliorer aussi les choses. Et donc la question après est de se dire, est-ce que ça vaut mieux de combiner ou de garder que la profondeur seulement? Alors si on regarde les chiffres, c'est assez proche, c'est pas non plus très différent. Donc on a analysé image par image un petit peu ce qui se passait, et ça dépend vraiment des caractéristiques de l'image, comme d'habitude. Donc on ne peut pas se dire qu'on va garder seulement la carte de science de profondeur, parce que même si en moyenne elle se comportait mieux que la 2D, elle est vraiment meilleure que sur pas beaucoup d'images, sur 2-3 images, 4 images. Pour tout le reste, on a des différences qui ne sont pas forcément très significatives. Ça c'était une ancienne méthode, et ça c'est la combinaison des deux. Et c'est pareil, la combinaison des deux n'est pas toujours intéressante. Donc, ce qui est en rouge et en vert, c'est des images sur lesquelles il y a vraiment de valeur ajoutée à rajouter de la 3D dans le modèle. Je vais vous le montrer tout à l'heure, ce sera plus simple. Et celle-là, c'est des images sur lesquelles c'est même pire que ça, c'est-à-dire que là, le modèle 2D est plus intéressant. Et là, on n'est pas terrible, et à la fin, la combinaison est encore pas significativement meilleure que ce qu'on avait en 2D. C'est que des images fixes, hein. C'est que des images fixes, 3D. Donc les images sur lesquelles on n'est pas significativement meilleur, c'est ces deux trucs-là. Alors pour des raisons différentes pour les deux, ici on a quelque chose de très coloré, et la carte de... Voilà, le regard est attiré, quel que soit qu'on ait de la 2D ou de la 3D, il va regarder ces trucs-là. Et ce machin-là ressort pas parce qu'il est au fond dans la carte 3D, donc il est noyé au milieu des trucs, donc il n'y a aucune raison que ça ressorte. Donc il y a bien des cas où on a des objets très colorés comme ça, et ce qui est au premier plan n'est pas le plus important, on s'en sort. Là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des choses écrites sur les bouchons, et que c'est vraiment de l'influence totale. Dès qu'on voit du texte, on va aller le regarder. Même si les trucs ressortent du fond là très bien sur la carte 3D, le fait qu'il y a des écritures dessus perturbe complètement le système. Donc c'est un autre biais qui entre en compte. Pour ceux sur lesquels ça marche bien, effectivement, on a des choses qui ressortent pas trop mal, on a différents objets qui ressortent pas trop mal, ou alors on a l'information 3D qui n'est pas forcément très riche, mais l'information 2D n'est pas non plus, ou alors il y a des visages qui perturbent complètement les choses aussi, puisque c'est pas pris en compte par le modèle. Ou alors on a des choses, là c'est que de la texture pour la tension 2D, ça a peu d'intérêt, alors qu'en 3D on a un petit peu plus de choses. Là on a vraiment un sujet qui se détache complètement du reste, même s'il est aussi en blanc là, pour les modèles d'attention, les deux se combinent bien. Donc voilà, sur cette partie 3D, on voit qu'on peut utiliser des données d'expérimentation pour améliorer les modèles existants. C'est moins funky, c'est moins rigolo peut-être que ce que je vous ai présenté au début, où on a joué un petit peu différemment, mais là au moins on peut utiliser des données d'expérience et améliorer des modèles en fonction de ce qu'on a appris au niveau des expérimentations. Voilà, c'est à peu près tout. Dans le reste de ce qu'il y a dans le livret, il y a un peu de références pour ceux que ça intéresse. Et si vous avez 2 minutes, encore, je peux vous montrer.
Alors ça, c'est l'application qui gère le modèle d'attention. Hervé m'a gentiment donné la photo qu'on avait faite hier. Qui l'ouvre, mais après ça va bien se passer. On va réduire un peu. Ah, donc ça c'est la photo d'hier, elle a été réduite un petit peu en taille pour qu'on arrive à s'en sortir en temps réel un petit peu plus sympathiquement. Ça c'est les cartes d'intensité, couleur, orientation, éventuellement mouvement si on mettait de la vidéo, qui sont calculées avec le modèle hiérarchique. Ça c'est nos proies dans les différentes intensités, couleur, orientation, mouvement, et ça c'est les prédateurs, donc c'est nos cartes. Au départ, comme on n'a pas encore commencé à faire fonctionner le système, c'est aléatoire, il y a eu un tout petit peu d'influence parce qu'il y a dû y avoir un pas de simulation qui a été fait. Là c'est notre point de focalisation, et puis là c'est notre carte de séance qui est construite en temps réel. Donc là la rétine n'est pas activée, mais si on fait tourner la chose, voilà comment ça se comporte. Et donc là on est en temps réel, donc il ne faut pas grand chose, 4-5 millisecondes pour faire fonctionner tout ça, sur une image qui doit faire maintenant 256 par 200 peut-être. Et voilà comment on a tout qui évolue, là le système est à peu près stabilisé, la carte de séance ne bouge plus trop, et on a une compétition entre donc, tout ce qui est là finalement et ce qui est mangé ici. Et ce qui est rigolo effectivement maintenant, c'est qu'on peut changer le comportement du système en cours de route. Ils arrivent à récupérer. Bon. À récupérer la main. Si on active le filtrage rétinien, on voit un petit peu mieux comment ça se passe. Dans les zones qu'on est en train de regarder, on va avoir du détail et on perd peut-être. Alors il y a plein d'artefacts, hein, on voit effectivement les zones carrées, les limites de nos zones de filtrage, mais il n'empêche que ça change un petit peu la façon dont on parcourt la scène. Et ça ne ralentit pas plus le système. On peut jouer aussi, par exemple, à changer complètement le comportement du système. Voilà, là on est en tracking, donc on est beaucoup plus stable et on va rester sur les personnes. Comme le système va vite, qui ne voit pas forcément la différence. Si je reviens en arrière, en l'idée d'explorer complètement, alors on va aller voir des détails qui sont moins importants, on va aller jeter un coup d'œil à l'ombre à gauche. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est faire en sorte que la carte qui est ici oublie ce qui s'est passé au fur et à mesure et nous donne une représentation locale dans le temps de ce qui se passe. Donc en gardant un petit peu d'historique, mais pas trop. Ce qui permet de mieux voir effectivement que là on est complètement local. Tout à l'heure, on n'était pas forcément. On peut faire différentes choses, effectivement. On peut varier le niveau de bruit. Si je ne mets pas du tout de bruit, on va rester focalisé sur vraiment très peu de zones qui sont les plus saillantes. Et plus on en rajoute, effectivement, et plus on va avoir des choses intéressantes. Et il faut garder quand même un minimum de bruit pour qu'on ait des choses réalistes et que ça puisse se produire. Alors ça marche aussi sur de la vidéo, je ne sais pas si je peux vous montrer où est-ce que vous êtes sur votre vidéo. N'importe quoi, c'est pas important. C'est peut-être un peu beaucoup quand même. Voilà, je ne sais pas encore bien lire, mais voilà, ça c'est la vidéo qu'on avait tout à l'heure avec les voitures, où on peut effectivement voir qu'est-ce qui attire l'œil. Donc il va bien aller regarder les panneaux de temps en temps. Le clignotant, il l'a vu tout à l'heure, mais là ça ne l'intéresse plus. Il y retourne de temps en temps. Voilà comment ça se passe. Et c'est à peu près tout.
Finalement, je vous ai quand même embêté pendant 2 heures. Est-ce que vous avez des expériences pour justement quand vous essayez de vous focaliser sur une tâche précise, par exemple de reconnaissance, quand vous spécifiez une tâche bien particulière. un utilisateur que, je sais pas, il va chercher à reconnaître plutôt, enfin à identifier, je sais pas, par exemple des gens, s'il y a des Ouais, gens, enfin, connecter vraiment un système de vision. Connecter une supervision. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire pendant la thèse et depuis, j'ai pas trop retravaillé dessus parce que on arrive, le nouveau poste c'est un peu compliqué, on commence d'autres choses. Mais c'était l'objectif, c'était de vérifier un peu les choses. À l'université de La Rochelle, là où j'étais, ils ont continué en fait, ont lancé une nouvelle thèse derrière, où ils ont essayé de faire un petit peu ça. Alors je suis pas au courant de tout ce qu'ils ont fait parce que j'ai pas trop suivi, mais de ce que je savais du début de l'année dernière, ils avaient essayé de connecter effectivement des détecteurs SIFT sur les images et de dire qu'en fonction des zones plus ou moins importantes, virer des SIFT et ne gérer que ceux qui étaient intéressants, et ça de manière assez statique. Le but du jeu là était juste de voir si avec un modèle d'attention on arrivait à réduire le nombre de SIFT utilisés et est-ce qu'on avait une baisse dramatique ou pas des performances. Le premier résultat montrait que il n'y avait pas de baisse dramatique des performances, étant donné la moitié ou les 2 tiers de SIFT. Mais par contre, à ma connaissance, avec leur demande, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait des tests encore sur l'aspect dynamique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on fasse de la reconnaissance par exemple de visage, effectivement, et qu'on reboucle pour dire, voilà, c'est les visages qui m'intéressent, quelle est la... On reboucle plutôt là-dessus que là-dessus. Parce que c'était effectivement le but du jeu, de même à la rigueur, changer ou réinjecter des nouvelles cartes en fonction de ce qu'on faisait, pour lui dire, ça c'est une carte de ce que je veux détecter, donc aide-moi un petit peu, je ferai la vérification après, mais voici un truc basique qui te permet de... Mais on l'a pas encore fait. Non, mais même quand vous faites des expériences, sans préciser un but précis, mais en disant il faut observer ce qu'il y a dans la scène, finalement après, tu as distingué scène complexe, ou enfin tu as fait une distinction, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi qu'on ne cherche pas la même chose, évidemment, de fait, on est plutôt focalisé, je ne sais pas sur quoi, sur les voitures quand c'est dehors, ou une scène de rue, ou quand c'est à l'intérieur, où tu disais naturellement, dès qu'il y a du texte qui est écrit, on se focalise dessus. Et à comparer avec ce que feraient des humains ou pas? Oui, c'est ça, ouais. On ne l'a pas encore fait, mais ce qu'on voulait faire effectivement à une époque, c'était faire de l'eye tracking portable et de voir des gens qui se promènent. Avec ce que tu disais, enfin, la vidéo avec le singe qui passe au milieu, c'est que si on est focalisé sur quelque chose, donc si on nous dit, bon, il faut chercher, je sais pas, à décrire telle scène, de l'activité ou reconnaître le visage, on va, je pense, avoir des comportements qui n'ont rien à voir. Des comportements, etc. Ce serait intéressant, mais ça veut dire qu'il faut construire un système de vision qui fasse la même tâche que celle qu'on a demandé à l'utilisateur, ce qui n'est pas toujours facile parce que... Non, mais éventuellement, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir, apprendre tes poids, que là, tu peux régler automatiquement entre couleurs, je sais pas, tu as différents modèles attentionnels. C'est vrai que ce serait intéressant en fonction d'une tâche. Être supervisé par une tâche. Parce que c'est assez peu pratiqué, peut-être parce que les modèles ne sont pas adaptés, mais habituellement, tout ce qu'on fait comme expérience, c'est avec tâche libre, on n'en demande rien aux personnes. Ou sur des tâches bien... Ah si, on pourrait peut-être le faire, parce que on a des bases de données dans l'équipe où on avait fait des expériences d'attention sur des problèmes de qualité vidéo, en demandant aux gens de regarder des vidéos et en détectant les problèmes de qualité. C'est une tâche comme une autre, il y a des modèles de détection de qualité qui existent. On pourrait très bien comparer effectivement et connecter et voir s'il y a de la corrélation, si ça fonctionne mieux que sans attention. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais c'est pas fait. Bien, je vous propose des questions à la pause café et on reprend ces